Chers viewers, spectateurs, auditeurs, amis et ennemis, ceux qui sont là ce soir et à jamais en rediffusion, bonsoir à vous, bonne année et quoi de mieux pour la commencer que le retour de votre émission préférée, Reconner. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous ce soir. Nous sommes le jeudi 9 janvier 2025 et on vous souhaite nos meilleurs vœux pour cette année. Effectivement, et on se retrouve sans problème technique. Oui, c'est intéressant de savoir. Là, l'engagement n'est pas contractuel, hein, vous rassure. On verra bien. Mais en tout cas, ça nous permet d'être à deux de retour à la présentation. Donc Nathan, Mais, félicitations. merci retour. Bruce Voilà, d'ailleurs de on peut dire se mon féliciter. texte que je n'avais pas préparé. Mais c'est pas grave, on m'a dit pas de problème technique. Il n'y a pas de problème technique, il n'y a que des problèmes Bon, de avec Bruce. un tel concours de circonstances, nous ne pouvons que vous proposer un invité exceptionnel qui va devoir faire un examen ardu pour la première fois depuis des années. Nous n'accueillons nul d'autre personne que le président de l'Université Gustave Eiffel, Gilles Roussel. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonne année à tout le monde. Merci. Bonsoir. Ce n'est pas la première fois que vous passez sur notre station. Vous étiez venu pour la dernière fois en 2017, si nos archives sont bonnes. Ça vieillit, hein. Voilà. Pour parler du projet ICIT, Ouais. qui débouchera sur la fameuse université Gustave Eiffel. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, la fusion ayant donné à cette fameuse université. Cette fusion ayant de l'université étant bien avancée, nous nous apprêtons même à quitter le statut expérimental. Après le compte rendu de l'HRS, si je dis pas de bêtises. Les temps troublés du Covid sont derrière nous, tout ça. Donc on parle depuis longtemps d'un retour à la normale. Mais le contexte international a évolué fortement, tout autant que le contexte national d'ailleurs. Hein, il y a beaucoup de troubles. Toutes ces évolutions, nous allons en discuter au long de l'heure et demie que nous avons passé ensemble. Oui, cette introduction était trop longue. Mais pour passer ce temps ensemble, nous allons recevoir également Anna Savino. Bonsoir, bonne année. déjà. Merci. Ouais, ce sera sur quel sujet Alors, ta carte blanche ma carte blanche, ça va être sur Champs-sur-Marne. On va y rester dans le thème de l'université. Champs-sur-Marne. Ouais, Waouh, mais faire mais le lien qu'est-ce avec que la. Champs-sur- Mais qu'est-ce que c'est Bon, Le lien avec la géographie et la géologie du lieu. ok, très bien, intéressant. Enfin, sans doute. Mais ça ne sera pas la seule chronique de la soirée parce que Epainet est avec nous ce soir. Salut Salut Epainet. salut plateau. Bonne soirée. Je vais souhaiter également une bonne année à tout le monde et tous mes meilleurs vœux. Pour terminer les chroniques, Bruce. Bah oui, pour terminer les chroniques. Tu ne feras pas de chronique, Bruce. Non, le jeudi 23 janvier, j'arriverai avec une surprise. Retenez la date. Non, par contre, Nathan reprend sa story comme chaque émission. Oui, Donc, on tord un peu le coup et la story, mais ce sera la story. C'est pas grave, il faut savoir faire des nouveautés. Et à la fin de l'émission, comme toujours, le jeu honneur. On vous expliquera à la fin ce qu'on vous a réservé. Vous êtes toujours connecté sur REC, la radio étudiante du campus de Champs-sur-Marne. Vous écoutez Reconner, saison 3, épisode 6. Voilà. Et on va commencer avec notre premier entretien. Gilles Roussel, vous êtes né le 4 avril 1958 à Nancy. 68. Ah, Nancy. Bon. Et voilà. Bon, l'entretien, voilà. Déjà ça commence Voilà, bien. t'as Je devrais être marqué. à la retraite si T'as vraiment j'espère bien là. 1958. Oui, en plus, je me souviens très bien avoir vu 68. Waouh, parce que 68, c'était, année c'était, révolutionnaire. Voilà, c'était la naissance de exactement. Nancy, donc, ça va, Ah là là, il me vieillit. C'est donc, il y a honteux. plus d'entretien, C'est honteux. fini. Ça commence très mal. Franchement, des erreurs à pas faire et là, Ouais, c'est ça, voilà. Donc, vous êtes né en 1968. Spécialiste des Nancy. chiffres, il paraît. Bon, pour les spécialistes, nous, des chiffres. non. Voilà. Bon, on remerciera Wikipédia pour avoir transmis les informations correctes. Vous avez été à l'UNS Ulm, puis vous avez fait votre doctorat en informatique à l'INRIA. C'est ça. J'ai plus l'acronyme en tête, mais c'est un institut d'informatique. Institut national de recherche en informatique Et en automatique. automatique. Voilà. Bon, et puis par la suite, après votre doctorat, vous avez commencé votre carrière d'enseignant-chercheur à l'université de Paris-Est, Marne-la-Vallée, en informatique toujours, mais aussi en tant que chercheur au laboratoire, l'Institut d'Esparmonge, c'est ça? C'est ça. Pas la bonne page. L'Institut d'Esparmonge, qui est une unité mixte de recherche sous la tutelle du CNRS, de l'ex-UPEM à l'époque et désormais du GE, et de l'ENPC, l'École nationale des ponts et chaussées.
D'ailleurs, vous avez dirigé le laboratoire entre 2004 et 2008. Exactement. T'en sais des choses, Ouais, Wolf. c'est hyper, Wikipédia, c'est incroyable. beaucoup de choses aussi, Voilà, ouais. c'est ça qui est bien, c'est- Presque tout. Voilà. Euh, Bref, avec tout ça, vous ne tardez pas à vous intéresser à la politique universitaire, en faisant d'abord la vice-présidence sectorielle à l'enseignement et la professionnalisation à partir Exactement. de 2007, puis la vice-présidence du conseil d'administration en 2011. Tout ça pour devenir président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, UPEM, je veux dire UPEM maintenant, tout Voilà. simplement, en 2012, entre 2012 et 2020. Pour 2 mandats. Au titre de ce mandat, vous avez siégé à la conférence des présidents d'université, devenue aujourd'hui France Université, Exactement. Ah, la fameuse la fameuse. France Université, dont vous prendrez la présidence entre 2016 et 2020. Oh. Et vient le fameux 1er janvier 2020, vous deviez premier vice-président de l'université Gustave Eiffel avant d'en devenir son président en 2021 pour 5 ans de mandat. Exactement. Et on avance jusqu'à aujourd'hui, hein, on est en janvier 2025. Vous en êtes à votre 4e année de mandat, donc la première question que peuvent se poser quelques aficionados de la politique Universitaire. voilà, c'est de se demander qu'est-ce que vous ferez à partir de janvier 2026. Ah, qu'est-ce que je ferai à partir de juillet 2026 Eh Je oui. ne sais pas, mais en tout cas, je serai professeur des universités à l'université Gustave Eiffel et je pourrai recommencer peut-être à faire des cours, on verra. Voilà. Peut-être Des que cours j'aurai et, des et de la recherche peut-être aussi. De la recherche, probablement, ce sera un peu plus compliqué. Je vais essayer, Oui. je pourrais essayer de m'y remettre, mais après, si vous avez bien calculé le temps que j'ai passé entre mes différentes fonctions, ça fait à peu près 20 ans qu'entre Voilà. les directions de labo, vice-présidence, présidence et autres, que je suis éloigné. Voilà, au De début, la j'étais recherche. pas éloigné de la recherche, mais que ça fait un moment que je suis éloigné de la recherche, donc c'est vrai que c'est plus compliqué de se remettre et d'être au goût du jour. Donc voilà, je pourrais aider, mais ce sera probablement plus compliqué. Mais au moins Voilà. enseignant en informatique, ça vous ferait plaisir de reprendre Ah, moi, j'adore enseigner, principalement parce que voilà, c'est le contact avec les étudiants. Voilà, je suis aussi content d'être là ce soir parce que j'aime bien voilà, avoir ces échanges et puis l'idée de pouvoir transmettre voilà, les connaissances, c'est quand même quelque chose de très satisfaisant quand on est enseignant, même si on n'est pas toujours très bon. Dans cette activité-là, au moins, voilà, il y a des fois, voilà, il y a des moments, c'est vraiment, enfin moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Voilà, la recherche, j'aime bien, mais ça nécessite, c'est plus compliqué de s'y remettre, je pense. Voilà. Peut-être donc que l'année prochaine vous ne serez plus président. Est-ce que vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous succéder à la présidence? Oh, il y en a plein, il y en a Il y en a plein, plein il y en a plein qui pourraient me succéder de très grande qualité. Voilà, donc. Vous les laissez voir entre eux, c'est ça? Ouais, non, on va essayer de faire en sorte que les personnes voilà, qui sont capables de reprendre le flambeau se mettent d'accord pour que ce soit la bonne personne qui reprenne les activités et la présidence de l'université. Moi, ça fait... Voilà, moi, j'aurais pu me représenter, mais je ne souhaite pas me représenter parce que je pense que c'est bien que je le pense de façon générale pour les villes, alors je ne dis pas ça pour Champs-sur-Marne, qui est dans la mer et là depuis très très longtemps, mais C'est vrai que c'est un mauvais exemple. mais c'est vrai que je pense que c'est bien d'avoir un renouvellement, d'avoir des gens qui ont une autre vision, qui amènent une fois que ça fait quasiment 20 ans qu'on est à suivre l'université, on a peut-être des biais, donc pour éviter ces biais, c'est bien qu'il y en ait d'autres qui prennent le flambeau. Voilà. Pourquoi pas? J'espère. Et des gens de qualité, il y en a plein à l'université, des gens super. Malgré tout, il vous reste quand même 1 an de mandat, donc qu'est-ce que Ouais. vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez porter comme priorité? Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, là, il y a la question de la sortie de l'expérimentation. Donc là, il y a encore quand même quelques éléments d'étape à porter, à faire porter pour que les choses se passent bien vis-à-vis notamment des ministères qui doivent ratifier un certain nombre de décrets. Donc là, il va y avoir quand même des choses à faire. Est-ce qu'il y a quand même une date Alors, normalement, prévu. les votes de l'université, ça devrait être en mars. Mais après, il faut qu'il y ait vous savez, c'est un décret, un texte qui est signé par les différents ministères. Et ça prend un certain temps parce que ça va passer par différentes étapes, passer par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, être ensuite publié. Et donc ça, on peut espérer que ce soit à la mi-2025 que les choses soient définitivement actées dans un décret parce que ça prend un peu de temps. Voilà.
Et donc, vous allez Mais ça faire va un pas petit peu- changer grand-chose en fait dans les Oui, c'est faits. ça, il n'y a pas de changement particulier. Voilà. La sortie expérimentation permet C'est une pérennisation de ce de se ce fait qui existe déjà, et actuellement. Il y aura Voilà. peut-être des petits ajustements. Il y a des petits ajustements, mais qui n'auront pas de conséquences sur le fonctionnement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc ça, c'est le premier chantier qu'il faut qu'on termine, en fait, puisqu'on l'a commencé maintenant. Il y a 5 ans. Il y a Même le chantier plus, de 5 ans, mais le projet de sortie d'expérimentation est passé par même pas mal d'étapes. Il y a Oui. une évaluation HTRS, comme ça a été mois rappelé, de qui a donné un avis favorable. On a une inspection générale du développement durable. Voilà. Donc il y a tout un tas d'étapes qu'on a passées. Donc là, il faut passer finaliser tout ça. Après, il y a toujours du travail dans l'université d'organisation administrative voilà, qui doivent avancer. Les gros chantiers quand même de l'année, c'est les questions budgétaires. Hein. Mais je crois ça, on en reparlera. savoir qu'on va en reparler Oui, sans dévoiler c'est possible. le programme. Et puis, il y a toujours plein de sujets. Notamment, on a engagé un certain nombre de schémas directeurs l'année dernière. Au niveau de l'université, un qui regroupe les questions du numérique, les questions des bâtiments, les questions de développement durable. Et donc là, il faut qu'on décline ça et qu'on avance sur ces sujets-là. On a travaillé donc également sur le plan égalité à l'université, qui est qu'on doit maintenant continuer à mettre en œuvre, puisque c'est la nouvelle version du plan, et donc il y a un certain nombre d'actions Et qui a été voté par les instances. qui était juste avant les il y a- vacances, voilà. avec un certain nombre d'actions qu'on s'est engagé à faire, ou en tout cas à mettre les moyens pour essayer d'arriver à les faire. Et puis enfin, il y a le pavé, le plan pour l'amélioration de la vie étudiante, qui a un certain nombre de... il y en a une, j'aimerais bien avant la fin du mandat qu'on y arrive, puisque ça fait quasiment depuis... ça fait très longtemps qu'on essaie d'avoir ça, c'est la banalisation du jeudi après-midi pour que les étudiants puissent vraiment être tous en capacité de s'investir dans les différentes associations et Notamment puis, à REC. Voilà, en particulier, c'est en pensant à REC voilà, donc là il y a un gros travail avec les composantes qui a été entamé notamment avec les vice-présidences, et puis il y a toujours plein de choses à faire à l'université, des nouveautés. J'espère que l'année 2025 sera meilleure que l'année 2024 en matière de surprises. Et donc, mais bon, je ne doute pas qu'on va avoir des choses à faire pendant cette année. On peut que se le souhaiter, hein, effectivement. Une dernière question, car l'heure tourne. Je suis trop long. Ouais, mon introduction a duré Il est longtemps. poli, hein. il dit Oui. ça de façon Voilà. assez... Oui, non, et puis il faut C'est qu'on très se bon tienne diplomate. à l'emploi du temps, quand même, parce que sinon on va finir à 21h30. Et... Vraiment, C'est pas très grave. Hein. Ouais, on a Oui, il faim. faut manger, il faut rentrer. On commence comme un McDo et on reste ici jusqu'à midi. Non, parce que l'université ferme. Ouais. Ça pourrait être un sujet étendre, mais c'est dans le pavé, donc... Après, on est jeudi soir, c'est bon. Oui, on est jusqu'à 22h, donc Ouais. on a un peu de temps. La dernière question, Pitié. c'était un retour sur Parcoursup, Ouais. la fameuse plateforme d'affectation des bacheliers dans l'enseignement supérieur, qui existe maintenant depuis 7 ans quand même, hein, pour ceux qui... le temps passe vite. Lors des dernières élections législatives, une partie de la classe politique, surtout hors de la coalition présidentielle, a demandé sa suppression ou à minima une réforme, des changements. Vous qui avez été en plein dans le foisonnement de Parcoursup et son application, déjà quel bilan vous en tirez et quelles évolutions on pourrait envisager pour cette plateforme? Alors, oui, il y a quelque chose que tu as oublié dans ma biographie. Hein. C'est Oui, que- vous êtes président Voilà, du comité. je suis président, j'ai la chance de présider le comité éthique et scientifique de Parcoursup, et aujourd'hui de mon master également, parce que c'est une autre plateforme qui a été mise en place. Donc ça me on essaie d'avoir un avis et de faire améliorer justement ces plateformes et de pouvoir donner des éléments par rapport à ce qui est donné. Donc première chose, par rapport à ce que disent certains partis politiques, la suppression de Parcoursup à mon sens n'est pas le sujet. Hein. De toute façon, le fait d'avoir mis en place cette plateforme, ça donne de la... C'est quoi l'autre solution? Enfin, moi, je veux bien qu'on supprime quelque chose, mais il faut dire
pour remplacer par quoi? Et là, aujourd'hui, pour remplacer par quoi? Les systèmes qu'il y avait précédemment, le fait de dire les étudiants... Admission post-bac, c'est APB, c'est Voilà, ça? APB, mais avant, c'était encore, moi, à mon époque, parce que bien que je sois pas né en 58, j'ai quand même vécu avant admission post-bac, et quand on allait à l'université, c'était le premier qui arrivait à faire la queue, il fallait aller proche de son état donc là, le Parcoursup et APB avant ouvrait globalement, donc le fait d'utiliser un outil numérique, ça permet quand même à tout le monde de pouvoir voir l'offre de formation. Peut-être qu'elle est trop importante aujourd'hui, peut-être qu'il faut la réguler, parce qu'il y a des trucs privés qui devraient pas y être et qui sont qui ont une certaine légitimité en étant par Parcoursup. Donc il y a des choses à améliorer, mais globalement, ça offre quand même la possibilité aux jeunes d'avoir une visibilité sur ce qu'il y a. Ensuite, il y a plein de choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer dans le fonctionnement, dans la lisibilité des critères. Depuis des années, les choses évoluent, ça s'améliore, le comité fait des préconisations qui sont prises en compte, on accélère la procédure. Au début, c'était très lent, aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Ils ont encore amélioré la vitesse, ils vont encore avancer les moments où on classe les vœux pour améliorer la vitesse. Donc ça... Voilà, donc moi, plutôt que de dire il faut supprimer, je te dis il faut continuer à améliorer en faisant en sorte que les formations qui sont sur Parcoursup soient des formations de qualité. Là, aujourd'hui, avec la réforme de l'apprentissage, ça a été ouvert à tout un tas de formations privées qui sont là juste parce qu'elles ont le droit d'être dessus et on ne peut pas les retirer et qui font pas forcément ce qu'elles devraient faire, on va dire, et elles ont le label Parcoursup, donc les gens disent je peux postuler, c'est de la qualité, l'État m'a dit que c'était bien. Donc ça, il faut vraiment qu'il y ait un travail qui soit fait. Je crois je suis même certain, il y a un travail qui est en cours. On avait l'année dernière dans notre rapport dit il faut vraiment faire en sorte que sur la plateforme, il n'y ait que des choses dans lesquelles les familles peuvent avoir confiance. Voilà. Le deuxième chose, c'est d'améliorer la transparence et la lisibilité de ce qu'il y a sur Parcoursup. Des algorithmes notamment. Ouais, c'est pas les algorithmes en fait, c'est comment les formations classent, de dire j'utilise tel critère ou tel autre. Donc il faut améliorer ça, à mon sens. Il faut continuer à l'améliorer. Il y a des efforts qui sont faits, il y a des rapports qui sont faits tous les ans. Là, cette année, il y a un nouvel outil qui permet de dire voilà mes notes. Volontaires des étudiants, voilà mes notes, où est-ce que j'aurais été classé, est-ce que j'aurais eu une chance d'être pris dans cette formation. Donc ça améliore alors même si ça doit être parfait, c'est pas parfait comme outil, ça améliore quand même les choses. Donc tout ça, c'est pour la plateforme. Donc moi, je pense pas qu'il faille supprimer la plateforme. Il faut continuer à l'améliorer, comme il faut continuer à améliorer mon master, parce que c'est un outil de démocratisation de mon point de vue et de visibilité des formations, tout en étant dans la capacité à contrôler ce qu'il y a dessus. Parce que quand l'État met sur une plateforme, ça a le label de l'État, et l'État ne doit pas faire n'importe quoi. Voilà. Et je crois qu'il y a des choses qui sont en cours, mais ce n'est pas encore actif. Et puis, la deuxième chose, c'est le vrai sujet, c'est la question des places ouvertes dans l'enseignement supérieur. Et ça, c'est un choix de société. Alors, et un choix budgétaire. Et budgétaire, voilà. Qu'est-ce qu'on a envie d'ouvrir comme type de formation? Pour qui? Quel objectif? Est-ce qu'on veut que tout le monde puisse aller là où il veut? Ça paraît compliqué, parce que si on regarde les formations de Paris 1 en droit, il faudrait que tous les étudiants qui veulent faire du droit aillent à Paris 1 ou Paris 2, en gros. Donc, il y aurait plus. Donc ça, c'est pas faisable techniquement. Pour autant, voilà, on pourrait avoir des formations où on ouvre plus avec des contreparties, peut-être d'un autre côté de dire on améliore l'insertion professionnelle de ces étudiants parce que certains parcours, si on les ouvre trop et qu'à la fin les étudiants n'ont pas de débouchés professionnels, il faut faire aussi attention à ça. Donc voilà, il y a une réflexion à avoir sur les moyens qu'on met supplémentaires pour que les gens puissent faire au plus proche de leurs souhaits, les amène aussi à une insertion professionnelle, parce que c'est ces deux bouts-là qu'il faut tenir dans une formation, dans l'offre de formation qu'on offre au niveau de l'État. Voilà. Très bien. C'était la dernière question, mais peut-être qu'on aura l'occasion de reparler. Non, il y aura un autre entretien juste après, la chronique. Ou même peut-être d'autres émissions. Ouais, d'autres émissions. Je reviens avec plaisir, vous voyez, j'aime bien parler. Donc, avec un format plus long. Anna, je pense que c'est à toi de parler d'un sujet très intéressant, je n'en doute pas. Mais je suis sûre que ça le sera, j'en sais rien. Du coup, je vais vous parler, pour remettre dans le contexte pour les gens qui ne me connaissent pas, je viens d'une formation de géologie à Nancy, enfin Vendœuvre, Nancy, mais Nancy. Et j'ai toujours la géologie dans mon cœur, donc il faut que je le ramène
le plus possible. Et du coup, je vais essayer de vous parler un peu de ce qu'on peut apprendre par la géologie du lieu et de pourquoi en fait le lieu ressemble actuellement à ça, en lien avec les informations qu'on peut avoir sur des cartes, donc notamment les cartes de l'IGN et géologiques qui sont publiées par un autre organisme en France, mais qui sont toutes les deux disponibles sur le portail, sur la plateforme Géoportail. Voilà, c'est toujours marrant de regarder des cartes si un jour vous avez du temps à perdre. Ou si vous voulez essayer de repérer. Je dois rapprocher. D'accord. Ok. Et Non, mais... du coup, pour remettre dans le contexte de Champs-sur-Marne en particulier, c'est une commune d'environ 27 000 habitants qui est située en Île-de-France. Et c'est l'une des principales dynamiques de la zone, c'est qu'elle est ancrée en fait, dans l'espace parisien, vu qu'elle est dans la entre guillemets, deuxième couronne parisienne. C'est une ville qui appartient au département de Seine-et-Marne et qui est très urbanisé. Alors même s'il reste des endroits assez, on va dire, bucoliques sur Champs-sur-Marne, ça reste quand même très urbanisé. Et on peut quand même se poser la question, donc on voit plus trop de cailloux à la surface actuellement, mais on peut essayer de comprendre comment la géologie a quand même pu influencer l'implantation de cette zone urbaine, très reliée aux dynamiques parisiennes, et comment on peut essayer de lire des cartes. Alors je n'aurai pas d'extrait de cartes à vous montrer pour vous illustrer malheureusement, et parce que j'ai pas le temps, mais mais non, 6 minutes surtout. Oui, c'est vrai. Mais on peut quand même apprendre des choses juste en regardant des cartes. Alors tout d'abord, donc on a dit que Champs-sur-Marne était tout près de Paris et qui a profité beaucoup de l'expansion dans les années 70-90 lorsqu'il fallait loger des gens près de la capitale. Donc il y a eu beaucoup de construction de grandes barres d'immeubles, etc. Beaucoup de logements collectif, ça se voit sur les cartes, cartes géographiques, et c'est également un endroit qui est extrêmement bien desservi, c'est pas anodin du tout, il y a la gare RER, il y a l'autoroute, et autre facteur qui a pu beaucoup influencer le développement de cette zone, c'est que juste à côté, il y a Disneyland Paris, qui a inauguré en 1992 et qui a aussi renforcé la place de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle comme l'aéroport un peu international en France, en tout cas pour aller à Paris. Et ces deux éléments-là font que la zone est bien ancrée dans la zone parisienne, mais également en fait presque à l'international. Si on extrapole un petit peu, elle profite de façon indirecte au tourisme qui est apporté par Paris et par Disneyland Paris. Mais ce qu'on peut voir, du coup, quel est le lien avec la géologie, vous me direz, c'est que... Mais quel est le lien avec la géologie, Merci. Anna? C'est qu'on voit que c'est des endroits quand même qui sont très plats. Enfin, il n'y a pas de montagne. Et c'est pas anodin pour construire un parc ou pour construire un parc d'attractions ou pour construire des villes ou quoi que ce soit. Et c'est très plat notamment parce qu'en fait on est sur une zone sédimentaire, on est dans un grand bassin sédimentaire. Le bassin parisien couvre un tiers du territoire hexagonal, donc il est vraiment énorme en vrai. C'est un très très grand bassin sédimentaire. Il y a plusieurs milliers de kilomètres de sédiments sous nos pieds, donc il y a plein de couches de sédiments qui sont accumulées pendant des millions d'années. Et notamment ce qu'on a juste à la surface, c'est des sédiments du Quaternaire, donc qui ont 2 millions d'années environ, qui deviennent de l'époque glaciaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire globalement, c'est juste des terres hyper meubles qui laissent bien circuler l'eau, qui sont propices en fait au développement de plantes et donc l'agriculture. Également, un autre facteur qui a beaucoup façonner la zone, c'est la Marne, on a un Champs-sur-Marne, c'est parce que du coup il y a cet affluent de la Seine qui passe et un point d'eau permet également la navigation, c'est un point de passage et du coup pour tout ce qui est irrigation c'est quand même vachement pratique. Donc ce petit affluent qui est la Marne a creusé son chemin entre les plusieurs couches géologiques et ça c'est pour la petite anecdote, la zone aussi ne bouge pas beaucoup globalement. On n'a pas de grosses failles ou de grosses déformations des couches. C'est un empilement qui est extrêmement... c'est horizontal. Sur la carte géologique, ça se voit hyper bien. En gros, les terrains qu'on trouve d'un côté, on les retrouve de l'autre côté de la vallée. Et c'est vraiment symétrique. Si on pouvait reconstituer les zones, ça serait hyper plat. C'est une structure tabulaire. C'est un exemple assez frappant à Champs-sur-Marne. Et du coup, ça profite du fait que ce soit plat, que ce soit pas très vallonné, qu'il y ait de l'eau et que le sol est propre et
se prête à la culture, à l'implantation de population, à la fixation de population. Et bon, c'était à Paris que finalement le plus gros de l'essor s'est produit, mais en soi, les caractéristiques de Champs-sur-Marne permettent d'en faire une assez grosse zone urbaine, et avec notamment aussi la présence d'une université qui a pu se fixer ici. C'est quand même plus fin, pareil, de fixer une université dans un endroit qui est plat que dans un endroit montagneux. C'est très agréable de marcher tous les jours quand même. Monter des côtes. Alors il y a des universités, Grenoble, etc., qui sont à les montagnes, mais quand même les plus grosses zones urbaines sont quand même dans des endroits qui sont plats et où on a pu cultiver et boire. Donc voilà pour le petit lien avec la géologie. Est-ce que tu as parlé des champs? Des champs? Parce que Champs-sur-Marne. Mais en fait, moi je sais pas. Hein. Alors pour la géographie, en gros, on est juste à côté du plateau de Brie, qui est vraiment connu comme une très très grande zone agricole actuellement. Alors maintenant, du coup, on n'a plus trop de champs, mais si on remonte dans le temps, en effet, il y avait des champs ici aussi. Okay. Mais oui, du coup, Champs et Marne, incroyable, eau et manger. On rappellera qu'on est dans une ancienne ferme ici. Oui, c'est vrai. Oui. C'est ce que j'allais dire. Voilà, qui a été habitée il y a seulement 10 ans. Donc, ferme fortifiée ici. Ouais. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a une allée c'est des peupliers ou je sais plus des arbres là, qui allait du château de Champs en fait, et jusqu'à un autre château dont je me souviens plus lequel, qui est de l'autre côté de l'autoroute, et on la voit si on la repère sur les cartes également, qui existe. Je peux rajouter quelque chose? Est-ce que oui, bien sûr. Une petite anecdote par rapport à l'université aussi, par rapport à parce que ces sédiments, c'est des marnes, et en fait, alors je suis pas spécialiste non plus, mais c'est assez meuble. Donc en fait, ça bouge pas mal. Et si vous avez regardé certains bâtiments, vous allez vous apercevoir notamment le bâtiment Lavoisier, qu'il y a beaucoup d'endroits où, malgré le fait que ce soit des bâtiments en béton avec des fondations, ils ont beaucoup bougé. L'entrée du parking, vous avez des endroits où les plaques de béton ont bougé quasiment 10 cm. Et donc ça génère des difficultés sur de la gestion des bâtiments. Et pour information également, le bâtiment Rabelais où il y a les amphis, si vous allez, alors il n'est pas accessible aux étudiants mais au personnel, il y a des piliers partout dans le bâtiment, parce que et avec des pieux qui ont été enfoncés très profond dans les couches sédimentaires justement qui ont été évoquées tout à l'heure, justement pour faire en sorte que le bâtiment bouge pas et s'écroule pas, parce que et donc du coup ça fait un bâtiment un peu bizarroïde à cause de ces mouvements de terrain. Voilà. Pour la petite histoire liée à l'université et ces éléments géographiques. Merci, on va repartir sur le mot d'un de nos Twitchers là, qui a mis un petit mot. Merci pour ton anachronique. Voilà. Oui, on est désolé, on n'était pas très concentrés tout le temps parce qu'il y a des bêtises dans le chat. Je sais pas qui est dans le chat là, mais franchement... Il y a moyen que je sache qui c'est. Voilà. Tu as dit aussi que la géologie était dans ton cœur, et donc... Cœur de pierre. Voilà. Tu as un cœur de pierre, voilà, c'est ça. Ça doit être les blagues basiques à l'ENSG géologie, c'est ça. Et pourtant, non, on n'en fait pas tant que ça. Hein. Ah ouais. Franchement. De la manière qu'on fait pas tant de blagues que sur les cartes que ça, l'ENSG géomatique, mais... on fait que des jeux de mots avec hygiène, quand même. Oui, c'est ça. Ouais, c'est que l'hygiène. Ouais. Merci Anna pour cette chronique. On va faire une petite pause. Oui, c'est lors d'une petite interlude de 4 minutes. Prenez le temps de réviser vos examens, comme Gilles Roussel. Allez vous chercher une petite boisson. On revient tout de suite après Right Now. Eh ben non, raté. C'est pas ça. Et de toute façon, on a une musique après avoir écouté. Musique. Vous nous entendez? Peut-être. Oui. Pas très fort, hein. Ah, moi on m'entend. Oui. T'es loin de ton micro, Bruce. Non, c'est parce qu'il n'est pas ouvert le micro. Parce qu'il y a 5 micros ouverts d'un seul coup, c'est compliqué. Laissez un peu de répit à notre régie. Elle fait un très bon travail. J'ai rien fait. Il y a la base virale VPS qui va être mise à jour là. Vous venez d'écouter Last Dance du groupe Lisure. Ok. On vous mettra le titre en description. Un pleasure, non? Leisure, ouais. Ouais, mais mon accent anglais est parti. Et je retrouve plus mes notes. Voilà, c'est là. Voilà. Ouais. Non, mais tout va bien. Président de l'université. Bon courage. Entretien qui va porter sur le budget 2025 de l'université. Avec une première question. Pour recontextualiser, à la fin de l'année dernière, vous avez lancé avec une centaine d'autres présidents, dans le cadre du regroupement France Université, vous avez donc lancé un cri d'alerte, en quelque sorte, relativement au budget 2025 qui serait réservé
aux universités et à l'enseignement supérieur de manière générale. Donc on comprend bien votre alerte au vu du contexte budgétaire qui nous est présenté depuis l'année dernière et qui a débouché sur la fameuse situation nationale qu'on connaît. Mais quelles étaient vos craintes précisément par rapport à ce financement ? Merci pour cette question. Je vais essayer d'y répondre le plus pédagogiquement possible parce que c'est pas simple le budget. Déjà, tu as bien fait de le préciser, c'est un mouvement qui est collectif au niveau de l'ensemble des universités françaises. Le sujet qu'il y a, c'est que, donc pour bien comprendre, c'est que globalement, les moyens qui sont mis dans les universités ne sont pas en baisse. Donc on peut se dire, tout va bien. Tout va bien, les universités ont de l'argent, de quoi ils se plaignent, on ne va pas baisser leur budget. Et donc, si quelqu'un va regarder le budget, il regarde entre 2024 et 2025 dans le projet de budget, parce qu'il faut bien se dire là que il n'est pas voté. Voilà, il n'a pas été voté. Et donc, on espère qu'il y aura des arbitrages peut-être plus favorables. Mais en tout cas, aujourd'hui, on dit c'est pas en baisse. Donc, de quoi se plaignent les universités ? Ils ont déjà l'argent de l'année dernière. Donc, même s'il y a un petit peu d'inflation, ça n'a quand même pas beaucoup bougé. Ils ne devraient pas se plaindre. Sauf que déjà l'année dernière, il y avait eu des dépenses supplémentaires qui nous avaient été imposées. C'est assez simple à comprendre, c'est quand on a des personnels de l'université qui sont des fonctionnaires, l'État décide de les augmenter, c'est nous qui devons les payer. Et donc, derrière, automatiquement, il faudrait qu'on ait plus d'argent pour pouvoir payer l'augmentation des personnes. Et c'est normal, parce qu'il y a de l'inflation qui était très importante. L'augmentation des personnels était inférieure à l'inflation. Et donc, c'est normal qu'on essaye d'augmenter les personnels pour qu'ils aient un salaire qui se reste décent, même si parfois, pour certains personnels, il est très bas. Mais même si pour certains personnels, il est très bas. Et donc, du coup, en fait, facialement, on a l'impression que ça ne bouge pas. Et donc, de quoi se plaignent-ils ? Mais pourtant, il y a eu des augmentations qui n'ont pas été toutes compensées. Voilà, et donc, du coup, on a des manques à gagner. Ça veut dire qu'il faut qu'on le prenne sur nos budgets. Cette année, ils prévoyaient l'augmentation. Alors, c'est un truc un peu technique. C'est pour les fonctionnaires qu'on paye un peu plus pour les retraites des autres fonctionnaires. Donc, augmenter le casse-pension, ça pèse aussi sur l'université. Et donc, ce qui fait que l'année dernière, on était à 2,5 pour l'université Gustave Eiffel. Pour vous situer à peu près, le budget de l'université, c'est 280 millions. Voilà, donc pour vous, ça peut paraître assez... Et pour moi aussi, pour moi, c'est beaucoup. Mais c'est pas tant que ça, en fait. Pour une université, on n'est pas une grosse université. Là-dedans, il y a 80% du budget, c'est pour payer les gens qui font des cours, enfin les chercheurs, les personnels administratifs, tous ces gens-là. Parce qu'on a combien de personnel à peu près ? On a à peu près 2500, 2300, entre 2003 et 2500 personnes qui travaillent à l'université, sans compter tous les intervenants extérieurs qui interviennent ponctuellement dans les formations et qui sont compris dans ces 80% de budget. Et donc, si on prend ces 80%, les augmentations qui n'ont pas été compensées en 2024, c'était à peu près 2,5 millions. Donc, c'est pas rien, 2,5 millions. C'est beau. Ça se trouve pas sous le pied d'un... On fera un beau studio. Voilà. Et donc là, l'augmentation qui était prévue et qui n'a pas été votée, puisque le budget n'a pas été voté, c'était encore 2,5 millions. Donc on était avec 5 millions où il fallait qu'on trouve de l'argent ou qu'on prenne dans nos réserves. Et donc ce qui fait que c'est quand même compliqué d'assurer ça les années, dans les années, sur plusieurs années, mais dans l'avenir également. Et donc l'année dernière, on a compensé en allant chercher, parce qu'on a des réserves à l'université Gustave Eiffel, on a été chercher une partie de cet argent dans nos réserves, on a puisé dans nos réserves. Pour l'année 2025, on a dit aussi qu'on allait puiser à peu près ces 5 millions dans nos réserves. Mais ça veut dire que derrière, on n'investit pas, on ne rénove pas les bâtiments, on n'est pas capable de faire tout le fonctionnement comme on aimerait le faire. Ça veut dire faire des économies par ailleurs. Et donc, du coup, ça a vraiment un impact. Donc, c'est ça qu'on a essayé sur lequel on a essayé de sonner tirer la sonnette d'alarme plutôt que sonner la sonnette d'alarme. J'étais en train de me dire, ça va pas. Et en plus, ils voulaient rajouter un prélèvement supplémentaire. Donc c'est ça qui a fait déborder
la goutte qui a fait déborder le vase, et donc qui a généré cette action un peu forte, qui est assez inédite dans le paysage des universités, hein, de cette mobilisation forte sur le budget. J'espère que le nouveau budget prendra en compte ces difficultés. Pour parler plus spécifiquement de l'université Gustave Eiffel, comme je le disais, nous, on a des réserves. On a plutôt des financements qui nous ont permis, comme l'ICIT, comme divers financements qu'on a obtenus sur des appels à projets qui nous permettent de fonctionner, en tout cas en 2025. Il n'y a pas de risque, mais si ça continue en 2026, on n'aura plus les moyens d'aller chercher dans nos réserves, hein. Et donc, ça veut dire des coupes budgétaires ou... Pour cette année, on est prudent. Alors d'autant plus que là, comme on a, vous avez vu, il y a une loi temporaire qui a été votée juste pour tenir les premiers mois là. Et donc on peut pas engager des choses sur l'année entière. Donc on peut pas sur des gros investissements quand on veut faire de l'immobilier, on peut pas engager des... Voilà, quand vous voulez rénover une façade, c'est plusieurs millions. Donc ça, on ne peut pas le faire pour l'instant. Donc on espère qu'on arrivera, ce sera débloqué un peu plus tard, hein. Mais globalement, on a essayé d'être prudent, donc dans la programmation budgétaire, pour dire, on va dire au début, vous ne pouvez pas engager 100% de vos dépenses dans les composantes, dans les services. On va garder un petit peu de réserve au cas où. Voilà. Et puis, on a essayé quand même, sur les personnels, de renouveler tous les personnels, de faire en sorte que les personnels soient renouvelés pour faire en sorte que les choses se passent bien, se passent au mieux, parce que c'est quand même l'université, c'est quand même des personnes, hein, qui font marcher l'université. Et puis, on a gardé quelques investissements. Donc, globalement, prudence. Pas de gros projets où on fait des nouveaux trucs en disant on prend un peu de risque financier pour rénover. On fait à minima les choses. Mais globalement, pour 2025, ça passe. 2026, ça va être compliqué. Pour d'autres universités, et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué, hein, parce qu'elles n'ont pas nécessairement tous les financements qu'on a pu avoir. Il y a beaucoup d'universités qui, l'année prochaine, ne recrutent plus de personnel. Donc, ça veut dire que des gens qui sont partis à la retraite ne sont pas remplacés. Donc ça veut dire qu'ils sont dans des situations très très compliquées. Et donc c'est ça qui a généré ce mouvement. Et c'est ce qui pourrait arriver à l'université, comme vous l'avez dit, l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, si les choses restent comme elles sont cette année, on sera en grande difficulté. Voilà. Très bien, merci pour cet éclairage. Positif. Positif. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Voilà. L'université, vous avez entendu, ne dépensez pas trop d'argent, faites attention. Voilà. Ne cassez pas trop de choses. Voilà, ne cassez pas de matériel. Soyez voilà. Soyez prudents, c'est compliqué pour tout le monde. Mais au moins, de façon générale, vous êtes tout le temps, il faut le faire ça. Voilà, oui. Mais là encore plus. Ce sont des biens publics. Voilà. Est-ce que je peux poser la prochaine question, Bruce ? Tu peux poser la prochaine question. Aïe. Il me semble que c'est moi qui te l'ai soufflé. Mais tu vas peut-être trop vite. Non, parce que non, mais j'ai juste une question, moi, sur les différentes sources de revenus que vous avez à l'université. Ouais, c'est ça. Alors, en gros, pour l'université, il y a de l'argent qui vient de l'État. Alors, pour les écoles, chacun a son institut qui finance, son mode de financement un peu particulier, avec la ville de Paris, par exemple, qui finance pour le IVP. Et puis, voilà, on a chacun nos financements un peu particuliers. Globalement, il y a une grosse partie... alors, sur les 280, 170 millions à peu près, c'est de l'État qui nous le donne. Après, il y a des financements type ICIT, projets... des projets qu'a mené l'État, voilà, ou des projets européens, des projets de recherche, l'apprentissage, voilà. Les droits d'inscription des étudiants, voilà, tout ça, ça amène des ressources en plus de la grosse enveloppe qu'apporte l'État. Voilà, l'État ramène ce 170 sur 280, un peu, c'est plutôt, oui. Plus de la moitié en tout cas. Plus de la moitié, et puis le reste, c'est des projets de recherche, des projets de l'établissement, de l'apprentissage. C'est principalement ça qui ramène les ressources à l'université. Voilà. Très bien. Ah, ça y est, je peux poser ma question ultra intéressante, parce qu'on part... On va voir.
Le midi, on se demandait, monsieur Roussel, comment vous faites pour manger le midi? Ah, ça, c'est une question qui est importante. Alors, Mais qui débouchera sur une question. Oui, plus, en fait, ça, c'est une introduction à autre chose. dernièrement, par exemple, bon, ce midi, je suis resté chez moi, donc je suis arrivé juste pour vous, pour le plaisir d'être avec vous. Mais hier, par exemple, j'ai pris une excellente salade du Crous au bâtiment Lavoisier. Le jour d'avant, j'ai été au Franprix là-bas me prendre une salade parce que le Crous n'était pas encore ouvert et parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. Ils ont mis un peu de temps à ouvrir le Crous. Spoilez pas tout, spoilez. Voilà. Et globalement, sur le campus, je vais souvent à la cafette du Crous, là. Quelquefois le distributeur qui distribue des... Je sais pas si vous avez essayé les trucs japonais, là. Oui, au bâtiment Lavoisier. Un bâtiment Lavoisier, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est une petite... Jamais essayé. Il faut essayer, c'est pas mal. C'est assez frais. Et puis, de temps en temps, on a quand même des déjeuners de travail ou là, en l'occurrence, cette semaine, on a eu un déjeuner aussi avec l'équipe parce qu'on n'avait pas fait avant les vacances pour, voilà, un peu convivial, de temps en temps, des déjeuners de travail, voilà. Manger le midi, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup des étudiants. Ouais, et le soir aussi. Oui. Et les personnels aussi. Ouais, Donc la restauration sur le campus a subi quand même une très grosse dégradation depuis quelques années. Ce n'est pas l'université qui gère directement l'offre, mais le Crous de Créteil. Mais comment vous pouvez expliquer un peu la dégradation et qu'est-ce que vous pensez comme solution qui pourrait être viable? Alors, c'est vrai que depuis des années, les choses ne sont pas améliorées. Alors, elles n'ont pas fait que se dégrader, mais il y a eu Oui, il y a eu des hauts et des bas sur la restauration. Après, la sensation des étudiants aujourd'hui, ça reste quand même plutôt la dégradation. C'est plutôt c'est dégradé dans l'absolu plutôt que Alors, Voilà. il y a un premier sujet qui est, de façon générale, les Crous, leur activité restauration est déficitaire. Hein. Et donc, en fait, c'est par les autres activités qu'ils arrivent à éventuellement compenser financièrement leur activité. Et donc, première chose, c'est voilà, pour une des solutions, ce serait de mieux financer la restauration étudiante et en tout cas mieux financer les Crous pour que la qualité de ce qui est... Voilà, il n'y a pas de secret. Hein, quand vous avez moins du prix de ce que font payer les étudiants, plus la subvention pour faire à manger, vous avez du mal à faire des choses qui sont de qualité. Même s'il y a probablement, il y a des efforts qui sont faits et on ne peut pas jeter la pierre aux Crous aussi sur leur volonté de faire bien. Mais c'est vrai qu'à un moment, on atteint les limites de ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on a. La deuxième chose, c'est c'est la capacité à être sur plusieurs sites, c'est très compliqué. À Meaux, alors on a un site de Meaux où c'est très compliqué d'avoir une restauration pour les étudiants parce qu'en fait, il n'y a pas d'offre. Et puis parce que être présent là-bas, ça veut dire avoir un personnel, ça coûte cher et on retombe sur ce modèle économique. Et donc en fait, le Crous, son modèle économique, pour essayer de compenser ça, ils ont essayé de regrouper tout le monde sur un endroit pour optimiser leurs coûts et faire en sorte d'offrir la meilleure prestation. Donc il y a une vraie difficulté à dire comment on fait pour... quand on est un peu éloigné du centre, alors même au bâtiment Bois de l'Étang, là où j'ai mon bureau, c'est compliqué d'avoir de la restauration. Pour le président, mais c'est pour les étudiants aussi, parce qu'aller jusqu'à Copernic, quand on arrive, on se retrouve avec une queue de, je sais pas... Qui fait le tour du bâtiment. Voilà, qui fait le tour du bâtiment. Et donc, il y a une vraie... Voilà, il y a une vraie difficulté à trouver une façon pour que les étudiants arrivent à avoir un niveau de qualité de restauration qui soit de qualité. Mais ça, c'est une question de budget principalement du Crous et de sa capacité à payer des gens pour faire manger. Alors, sur tout ça est venu se surinfecter le fait qu'en ce moment, il y a des grosses difficultés de personnel ici.
Donc il y a eu des fermetures, donc, notamment pour les personnels, il y a eu des fermetures de certains endroits où il y avait de la restauration, parce qu'en fait, il y a des personnels qui sont partis, enfin voilà, ils ont des problèmes autour des personnels et il n'y a plus assez de personnel pour assurer la restauration sur Marne-la-Vallée. Donc là, donc c'était avant les vacances, il y a eu, enfin à la rentrée, il y a eu tout le premier semestre, là, il y a eu un trimestre, il y a eu un vrai sujet de personnel pour le Crous qui les a amenés à fermer et à dégrader la qualité de ce qui était proposé en restauration par le Crous. Donc les élus étudiants, le vice-président étudiant s'est mobilisé, m'a envoyé des courriers. J'ai renvoyé des demandes au Crous qui m'ont dit que ça allait s'améliorer. J'ai l'impression que ça s'est... Enfin, en tout cas, en termes d'ouverture, ça s'est un peu amélioré à la rentrée, mais on n'est pas encore, enfin, ce que je disais tout à l'heure, l'autre jour, c'était toujours pas prêt. Donc, ils ont encore des soucis de personnel et des difficultés. Après, moi, à part de dire il faudrait qu'il y ait de l'argent supplémentaire pour les Crous, pour la restauration, je vois pas ce qu'on peut faire pour améliorer si on fait pas ça. Parce que passer par des prestataires privés, ça coûte très très cher, quoi. Oui. Quoi qu'il arrive. Ce que je trouve étonnant aussi, c'est qu'en fonction des Crous, il y a une différence dans l'offre, par exemple. Enfin, ici, manger végétarien, c'est juste enlever la viande et il n'y a pas de vraie option végétarienne. Alors que le Crous, du coup, l'Université de Lorraine, incroyable, les repas végétariens. Enfin, je veux dire, en comparé. Alors ça dépend aussi des équipes de cuisiniers et de leur capacité à avoir suffisamment de volume sur tel ou tel type de proposition. Aujourd'hui, on sait que pour les étudiants et les étudiantes, il y a une vraie attente autour des repas végétariens. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que voilà, on s'en soit encore à avoir ces discussions-là aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a normalement, il y a une vraie volonté politique au niveau du CNUS. Hein. Vous savez, il y a une structure nationale qui s'appelle le CNUS et puis il y a les Crous qui sont locaux. Et à ce que justement cette offre soit diversifiée. Mais il se trouve que nous, à Marne-la-Vallée, on n'est pas aidés. Voilà. Espérons que ça va s'améliorer dans l'avenir. Il y a eu un changement de direction aussi au niveau du Crous de Créteil, qui a généré probablement des difficultés parce que là, la nouvelle directrice est tombée dans un contexte qui était un peu compliqué avec moins de personnel. Mais voilà, on espère qu'elle va donner un nouvel élan sur cette question de restauration. On lui souhaite du bon courage. En tout cas, elle est alertée. Elle est alertée, je peux vous dire. Bon, il y a quand même un truc positif, c'est-à-dire que les repas à 1 euro là, pour les boursiers qui ont été poursuivis, ça a augmenté fortement la fréquentation du Crous. Hein. Donc ça, c'est très positif quand même, il faut aussi le reconnaître, même si c'est pas de qualité. Au moins, il y a un certain nombre de personnes qui pouvaient pas forcément avant aller manger à leur faim, à défaut d'être à ce qu'ils voudraient, mais ça a quand même bien amélioré les choses. Mais ça participe aussi aux coûts supplémentaires qui pèsent sur le Crous. Mais bon, voilà. Mais on peut dire quand même que c'est positif, ça. Très bien, merci pour ce deuxième entretien. Il est 5h53 à Sydney. Voilà, si ça vous intéresse. Et 19h53 ici à Marne-la-Vallée. Vous êtes toujours connectés sur REC. Vous écoutez REC On Air avec Gilles Roussel, toujours président de l'université. Jusque-là. Jusque-là, je te suis. Voilà, qui est soumis à une série intensive d'examens. Il vous reste quand même quelques minutes pour vous reposer, vous préparer, parce qu'on va passer à un petit reportage qui a été préparé par l'association Ciné-Œil, qui retrace, très intéressant. Très intéressant, effectivement, qui retrace la scène ouverte pour fêter nos 20 ans que nous avons organisé. 20 ans. Le 12 décembre En mariage, 2024. ce sont les noces de porcelaine. Et pour la plus ancienne association de l'université Gustave Eiffel, c'est une fête de la musique qui a lieu à la maison d'étudiants. REC, anciennement Radio REC, a fêté le jeudi 12 décembre 2024 ses 2 décennies d'existence à l'occasion de son événement Scène ouverte. Pour cette soirée spéciale, de nombreux artistes furent présents. Herminie, chanteuse et guitariste, mais aussi Décibel, un groupe originaire du club musique de l'École nationale des ponts et chaussées. Bruce Pourny, président de REC, et Nathan Legros, vice-président, étaient sur le pont, ainsi que Gabriel Salès, président des tribuns, et Loïc Cotteret, secrétaire général.
C'est d'ailleurs Loïc Cotteret lui-même qui annonçait les groupes de musique au micro. On se retrouve dans quelques instants pour accueillir les décibels. On va reprendre juste après. N'hésitez pas à venir voir Zapper. L'événement a pu se faire grâce à la participation bénévole d'étudiants d'associations d'université. De l'autre côté, s'est occupé de l'installation son et lumière, 803Z du photocall, les tribuns de la tenue du bar et Ciné Œil étaient présents pour réaliser ce reportage. Nous avons pu rencontrer le groupe de rock Fake Truth, composé de 4 étudiants de l'Essier, et échanger sur le groupe avec eux. Alors moi c'est Oscar, le guitariste et chanteur back. Rebecca, bassiste, Hugo. Et moi, Hugo, le batteur. Et moi, Tom, chanteur-guitariste. On s'est rencontrés dans une jam il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Tous les ouais, trois. à l'Essier. Et C'est moi qui crée le groupe. Non, Il c'est un voulait mytho, c'est un mytho, c'est un mytho. Je suis allé Ça. chercher, et après on a trouvé Rebecca. Et, Et après on a eu et plusieurs après Rebecca chanteurs. a trouvé le chanteur. Et après on a eu plusieurs chanteurs et on a trouvé Tom, parce que pour nos La paire de compositions, c'est ce qu'on voulait, comme type de voix. C'est beaucoup inspiré des années 90. Ouais, grunge, un peu alternatif. C'est assez compliqué. Ouais, on pioche nos inspi, à la limite si on peut dire un groupe. Je pense Nirvana, Nirvana, Deftones, Placebo. Un peu de Radiohead. Ouais, Radiohead, Radiohead c'est aussi. En fait, on prend un peu tout. Muse sur la voix aussi. Ouais. Muse sur les top lines et tout. Et aussi un peu de Rage Against the Machine. J'ai un petit, on se compare pas, mais c'est pour avoir. Pas encore le niveau. Ouais, oui, non, Ça va venir. pas. Bah là, c'est la première fois. Avec notre première fois avec nos compos. En tout cas. Avec nos compos, ouais. Mais On joue au Supersonic avant. Ouais, Des reprises. on a fait des concerts reprises. Quelques tributes, ouais. De David Bowie, Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, Les les Strokes. Strokes. J'ai tout Voilà. dit. On a une date de concert sur Paris Ouais. maintenant. Ouais. Le 28 Janvier, au Trusquel Trusquel Club. Trusquel Club, c'est à C'est côté sur du Paris. métro Bourse. Ok, Mais ok, si vous ok. suivez l'Instagram, Ouais, Ça il y aura sera- des stories. On fait la musique qu'on aime. ouais. Et Ouais. si On vous kiffe aimez sur la scène. musique, tant mieux. Et si vous aimez Et pas, conduit par la bah, passion. voilà. Et par de Bah, l'amitié. écoutez quand même. Ouais, oui, un petit peu quand même. Parce que même si on n'aime pas le rock, je pense qu'on peut quand Oui, même oui. un peu aimer l'ambiance, tout ça. Même nous voir en live, c'est complètement différent de ce qu'on écoute, donc venez là. On est en live. On est en live. Si on suit la page, ça va s'afficher en bas. Fake Youth Band. Fake Youth Band sur Instagram et on mettra les infos parce que le but. En début 2025, il va y avoir un le- single qui va sortir. Et aussi, Ouais. on Un aura EP quand même, on site, travaille en EP. hein. On aura un site pour le groupe aussi, ouais. Ah bon Ouais. Ouais. Bah oui, On c'est savait pas. Ah, oui, t'as moi, dit je peux pas la croire, je peux pas dernière croire. fois. Pas la dernière fois. Bah, du coup, début janvier, normalement, on aura un premier single qui sera sorti. Ouais. Et potentiellement, peut-être aller en studio pour enregistrer les 4-5 autres. Cet événement, retranscrit en live sur Twitch, a été un véritable moment de fête et de cohésion, entre associations, entre étudiants et entre anciens étudiants revenus à l'université pour l'occasion. Vous êtes de retour sur Reconner Ah ouais? et vous avez, et oui, toujours ça n'a pas changé. Bonsoir, Et Bruce, vous il est écoutez- 20h02. Il est 20h02 ou Merci. 6h. en Australie. Merci d'être avec nous dans Reconner. Vous venez d'écouter Altitude du groupe Clyde. Anatole, est-ce que tu tiens de l'anecdote au sujet de cette musique? Alors je pense que tu ne tiens pas. Non. Alors je connais peut-être l'anecdote, mais la musique. Parce que j'ai pris une autre musique en fait de ce groupe qu'on nous avait présenté pendant le retour du week-end d'intégration de l'ENSG. Ça te dit quelque chose? Ah, c'est Hey, vrai, ouais. Je suis parti loin. Hein. Ah ouais, on était parti loin en plus en même temps. Oui, en plus.
Bon, Non, l'anecdote simplement, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous a fait découvrir une personne un blablacar à covoiturage. Voilà, donc on nous a fait découvrir une musique et on avait promis qu'on passerait un jour la chanson. La chanson de son ami qui a créé sa première musique, son premier album. Donc voilà, le groupe Clyde, ou l'artiste Clyde, qui me semble qu'il était tout seul, mais bref, Ça, on le mentionnera. c'est toi qui te renseignes, c'est pas moi. Non, mais il était tout seul en plus. On le mentionnera dans la description et vous pourrez aller découvrir. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique des Painettes. De quoi vas-tu nous parler, Painette? Voilà. Au fait, ta chronique, je sais pas pourquoi je commence. Je t'en prie. D'accord. Je salue à nouveau le plateau. Le vent de l'actualité nous ramène à ce discours d'Emmanuel Macron, discours très critiqué sur la toile actuellement. Discours aux ambassadeurs sur la relation de la France avec les pays africains. Toutes les occasions sont-elles finalement bonnes pour humilier l'Afrique? En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup et qui le disent vertement. L'Afrique a été humiliée. Et cela, à travers ce ton qu'on lui connaît désormais, mi-suffisant, mi-ironique, et surtout très condescendant quand il s'agit de parler de l'Afrique. Et le Tchad, pour appeler un chat, n'a pas manqué à cet effet de dénoncer l'attitude méprisante d'Emmanuel Macron. Le Sénégal non plus n'a pas fait dans la dentelle. On a oublié de nous dire merci, déclarait-il. Mais merci pourquoi? Parce qu'aucun État africain, selon Emmanuel Macron, ne serait souverain si la France ne s'était pas déployée. Mais ne soyons pas amnésiques, n'oublions pas pour autant l'histoire. La France a-t-elle déjà remercié l'Afrique pour ses soldats africains mobilisés et souvent malgré eux pour combattre à ses côtés en 1939-1945, Ousmane Sonko, premier ministre sénégalais, s'est senti obligé de déterrer l'histoire afin que cela se sache. Il affirmait précisément ceci, je le cite, « C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui allemande. » Fin de citation. Au demeurant, le chef d'État français a fait également entendre que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié avec la France. Toujours le complexe de supériorité. À cette affirmation, Sonko et le président sénégalais lui-même se sont inscrits en faux, notifiant qu'il s'agit d'une décision prise par le Sénégal en tant que pays libre, indépendant et souverain. Après, c'est le Tchad qui lui-même s'est inscrit dans la même démarche de rejet systématique des propos d'Emmanuel Macron. Et pour le président tchadien précisément, Emmanuel Macron se trompe d'époque. Alors, même si les autres pays africains ne se sont pas encore prononcés, on peut déjà à tout le moins subodorer qu'Emmanuel Macron a fait économie de vérité. Mais à qui? À qui tente-t-il de faire croire que la France aurait donné ses soldats à l'Afrique sans rien en retour, sans aucun intérêt? À qui veut-on faire croire que la France aurait agi ainsi parce qu'elle est philanthrope? On se souviendra des paroles du général de Gaulle. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Fin de citation. Au fond, on ne peut pas reprocher à un pays de penser d'abord et avant tout à ses intérêts, c'est légitime. Mais en revanche, ce qui frise la mauvaise foi, pour ne pas dire le cynisme, c'est de demander que l'autre partie soit reconnaissante pour un partenariat dans lequel l'on est sorti, vous êtes tous les deux sortis gagnants de quelque chose. Alors, des réponses du Tchad et du Sénégal à Emmanuel Macron, on peut désormais comprendre que ce sera dorénavant du tic au tac. Aucune aménité, aucune condescendance envers l'Afrique, que ça soit aussi bien dans les actes que dans les propos, ne sera plus jamais toléré. C'est apparemment le début d'une nouvelle ère et beaucoup se demandent déjà si Emmanuel Macron ne serait pas nostalgique de la France-Afrique en perte de vitesse. Merci Painette pour cette chronique finalement politique. Très politique, voilà, engagée, mais équilibrée quand même, qui a parlé un peu de tous les points de vue, qui a permis de recontextualiser. Tu terminais sur la France-Afrique. Il y a également une autre actualité au Bénin.
ancienne colonie française jusqu'en 1960 Mm. et quelques. Une candidature politique qui a fait des remous. Oui, au Bénin, il y a actuellement la candidature du tonitruant panafricaniste Kémy Séba, qui a vu sa nationalité française retirée dernièrement et qui s'est présenté, en tout cas qui a annoncé sa volonté de se présenter aux élections présidentielles au Bénin, les élections de 2026. Alors, sa candidature arrive un peu comme un chien dans un jeu de quilles, parce que je ne pense pas que l'on l'y attendait. C'est vrai, il a annoncé la candidature et on attend de voir comment compte-t-il se prendre pour procéder, pour participer à ces élections-là, parce que pour le moment, il y a beaucoup de blocages qui se dressent sur son chemin. On va donner le temps au temps, même si dans sa vidéo, il a dévoilé un peu sa feuille de route. On attend de voir vraiment comment il va dévier les embûches. Très bien, merci pour cette merci deuxième. beaucoup. Ça me fait penser qu'on peut faire un coucou au Tribun, qui est l'émission politique spécialisée justement qui est tous les mercredis soirs à peu près. Voilà, ils reviendront la semaine prochaine avec un invité spécial ou une invitée spéciale si tout se passe bien. Voilà. On n'en dira pas plus. Un ou une invitée de marque, de la même marque que Gilles Roussel, que nous avons toujours avec nous. Voilà. Et avec qui on fait le troisième entretien. Attention, oui. Il est temps de revenir sur les événements marquants de vos différentes présidences, en reprenant le premier grand moment qui a pu marquer quand vous êtes arrivé en partir de 2012. C'est les tentatives de rapprochement des établissements de la communauté d'université, la Commu Paris-Est, donc entre l'université de Créteil et de Marne-la-Vallée. Il y a eu des tentatives de rapprochement pour créer un fameux établissement ici. Comment ça s'est passé à l'époque ? Ce à quoi je crois, et alors je pourrais dire vision, mais ça fait un peu prétentieux de l'avenir de l'université à l'époque de Marne-la-Vallée, c'était qu'il fallait qu'on travaille avec les autres et qu'on coopère avec les acteurs du territoire. Et donc tout ce que j'ai fait depuis que je suis à la présidence et même avant, c'est pour essayer de faire en sorte que ces acteurs qui sont sur un territoire particulier qui est l'Est parisien, on travaille le mieux possible ensemble et qu'on puisse peser, être visible, être reconnu, et pas uniquement comme des universités de banlieue ou des écoles de banlieue, et qu'on essaye de montrer qu'on fait des choses de qualité, de façon internationale aussi, internationale, et de rendre l'établissement visible, et de ne pas être uniquement un établissement de proximité, même si on le fait aussi, mais aussi et ça on pourra le faire que si on pèse et si on est ensemble. Et donc il y a eu tout un travail qui a été fait par mes prédécesseurs, qui est passé d'abord par ce qui s'appelait sur le campus ici le Polytechnicum, qui regroupait plutôt les acteurs de la Cité Descartes. Puis après, il y a eu un travail autour de ce qui s'appelait un pôle de recherche et d'enseignement supérieur, qui était déjà Université Paris-Est, et qui regroupait là Créteil, et puis autour des thématiques de ville et de santé, un petit peu. C'était ça les thématiques qui sortaient, de dire on va travailler ensemble, et puis on va essayer d'avancer sur le fait de travailler mieux ensemble, de plus être en concurrence, de faire que les formations elles se connaissent, qu'on ne dise pas moi je vais faire exactement la même formation sur un territoire qui est proche, et qu'on se retrouve avec peu d'étudiants alors qu'on aurait pu mutualiser les forces et éventuellement faire plus de choses. Donc c'est ce que je crois, et j'ai toujours essayé d'œuvrer dans cette direction-là. Et donc ce qui a été assez naturel à un moment, c'était d'essayer de se rapprocher de l'université de Créteil, qui était une université la plus proche d'une université qui était Paris-Marne-la-Vallée. Et puis on a été assez loin dans les travaux en commun. Il y a encore des choses qui existent encore de cette tentative de fusion des deux établissements. Ce que je retiens de ça, c'est que ça nous a fait progresser sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on ne voulait pas faire. Ça nous a permis après de réussir l'université Gustave Eiffel, parce qu'on s'y est pris de façon différente. Et peut-être que si on y s'était pris de façon différente, peut-être qu'on s'y serait arrivé. Je ne regrette pas non plus. Et puis ce que j'ai retenu aussi de cette étape-là, c'était qu'en fait, on avait beau être l'université de Créteil et l'université de Marne-la-Vallée, deux universités, en fait, on était très différents dans la façon dont on travaillait, dont on mettait les priorités, dans la façon dont on gouvernait.
Et en fait, c'est ça qui a généré les difficultés. C'est parce que l'université de Marne-la-Vallée, comme l'université Gustave Eiffel, elle est en fait assez centralisée. C'est-à-dire qu'on a une gouvernance qui est assez cohérente, où on veut essayer d'avoir une cohérence globale, alors que Créteil, c'est une somme de composantes. Et donc, arriver à marier les deux, c'était très compliqué. Je ne dis pas que l'un des modèles est mieux que l'autre, même si je pense que l'autre est toujours le meilleur. Mais voilà, il y a ces deux modèles différents, et arriver à marier deux modèles très différents, ça fait que du côté de Créteil, la personne qui portait ce projet n'a pas été élue, alors que moi, j'avais été réélu dans ce contexte-là. Et donc, le projet n'a pas eu lieu. Mais voilà, il y a des labos communs, il y a des formations communes, il y a des projets qui continuent à être travaillés en commun, et puis il y a la commu et les projets d'avenir de la commu qui sont aussi en commun. Donc tout ça, on en garde quand même des choses positives, et le plus important, en fait, c'est la formation et la recherche. Puis voilà. Très bien. Alors, après avoir fait une espèce de trame de fond qui dure pendant plusieurs années, 2012 jusqu'à 2016 pour votre réélection, il y a deux événements même qui vont marquer votre présidence. En 2015, les attentats du Bataclan, au mois de novembre, et les attentats de Charlie Hebdo, dont on a fêté les 10 ans il y a quelques jours. La mise en place du Vigipirate, etc. Comment ça affecte les cours et la vie à l'université ? Alors, cet événement, ça a été un des deux événements. Moi, j'ai un autre événement qui m'a beaucoup marqué, c'est le féminicide qui a eu lieu il y a peu de temps d'une de nos collègues. Ces deux moments qui ont été vraiment très durs à l'université, parce qu'on a eu quand même deux collègues, deux enseignants-chercheurs, dont le directeur de l'IUT que je connaissais, puisque ça avait été un de mes anciens étudiants. Et donc on a été touchés vraiment, les événements, ceux du Bataclan, et effectivement ça m'avait marqué, et par la violence et par les personnes et le symbole auquel ces attentats avaient touché. Mais là c'est d'une autre nature, en fait, pour l'université, parce que là ça touchait des gens qu'on connaissait, qu'on côtoyait au quotidien, avec qui on avait passé des années. Les collègues de géographie étaient aussi extrêmement proches, et donc ça a été un moment vraiment très dur. Il y a eu des étudiants aussi qui sont morts au Bataclan, ou qui ont été blessés. Donc ça a été aux abords aussi. Il y avait des gens qui étaient des anciens aussi qui avaient un restaurant, des anciens de l'université qui étaient acteurs d'un restaurant. Donc vraiment, c'est là on s'est rendu compte que ça pouvait toucher chacun d'entre nous, au-delà des symboles. C'est que les risques que ça avait posé sur notre communauté étaient hyper forts. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce de paranoïa généralisée dans les universités, parce qu'on était aussi un symbole, comme les dessinateurs, le fait que l'université, on puisse discuter de tout, qu'on puisse avoir une radio où on peut dire un peu ce qu'on veut, avec des opinions politiques qui peuvent être très diverses et qui s'expriment librement. C'est aussi un symbole. Donc du coup, moi j'ai été marqué encore plus, donc de par cette proximité, puis le fait que je me disais, mais l'université, elle est hyper fragile, parce qu'elle peut à tout moment être victime de ce type d'action. Et puis, on est démunis, parce que s'il y a un attentat qui arrive, le recteur a beau nous envoyer une circulaire nous disant qu'il faut vérifier on peut pas. C'est pas possible. Les acteurs se protègent en disant il faut que vous mettiez en place des mesures, mais quand vous avez des bâtiments, vous voyez le campus, s'il y a quelqu'un qui arrive sur le campus, c'est très compliqué de gérer. Donc on a mis en place des dispositifs un peu particuliers qui nous permettent d'essayer de prévenir, mais c'est toujours inquiétant. Voilà. Et voilà, et on pense à nos collègues chaque fois que y a ces commémorations, celle du Bataclan. C'est dur pour nos collègues, mais on s'en souvient, parce que c'était des collègues extraordinaires en l'occurrence. C'est important d'entretenir la mémoire, effectivement, sur ces sujets. Donc, vous avez eu l'occasion de faire des commémorations pour les 10 ans justement des attentats? Alors sur les attentats, non, on n'a pas fait, mais régulièrement on fait. Vous faites des commémorations on fait entretenir.
puis on entretient la mémoire par notamment sur les réseaux sociaux, sur voilà, des choses-là. Voilà. Autre sujet mémoriel, je suis désolé, il n'y aura pas de transition adaptée pour le sujet, mais on fait un saut 2 années plus tard, élection du président de la République, Emmanuel Macron, et la mise en place de nouvelles réformes, avec notamment une qui aura fait beaucoup de débats dans le milieu universitaire, c'est Parcoursup. Alors, on a déjà posé la question tout à l'heure, le bilan sur Parcoursup, mais la mise en place de la réforme, ou ne serait-ce même que les réflexions, les débats qui s'engagent, comment ça s'est passé pour vous ou pour l'université à ce moment-là? Alors, donc il se trouve que, à l'université, ça a été... Il n'y a pas eu tant de débats que cela, parce que il y a eu beaucoup de formations qui étaient plutôt favorables à la mise en place du fait qu'on ne tire pas au sort les étudiants, mais plutôt que ce soit au mérite que les étudiants puissent accéder à l'université. Donc il n'y a pas eu tant de débats. Effectivement, il y a eu quelques formations et composantes sur lesquelles il y a eu des difficultés parce que les personnels ne voulaient pas faire les classements des étudiants. Et donc ça a été... mais globalement, ça s'est plutôt bien passé avec, bien sûr, les premières années, il faut essuyer les plâtres, on teste des choses, on ne sait pas comment ça va marcher, on ne comprend pas pourquoi il y a plein d'étudiants qui postulent, puis il y en a qui ne viennent pas. Là, au bout de 7 ans, ça commence à être à peu près stabilisé. On sait d'une année sur l'autre comment ça va se... Voilà, il y a une certaine reproductibilité, les gens ont l'habitude, mais la première année, c'était un... Moi, du coup, pour voir comment ça se passait, j'aime bien faire ça aussi. Je redirai tout à l'heure aussi d'autres choses, mais j'aime bien tester les trucs. Donc là, j'ai participé pour essayer de voir ce que ça voulait dire, faire un classement, voir comment ça marchait. Donc globalement, voilà, ça a été un moment un peu de transformation. Sur le public qu'on accueille, ça n'a pas fondamentalement changé, parce que beaucoup de nos formations sont remplies... fortement, mais bon, ça n'a pas changé fondamentalement. On a beaucoup des étudiants de Seine-et-Marne, en fait. Oui. L'université, enfin Seine-et-Marne et proximité géographique autour du campus, un peu Île-de-France, voilà, ouais, mais mais- plus 94 en proximité et 93 en proximité. Voilà, c'est notre bassin de recrutement en licence, donc ça n'a pas fondamentalement changé notre recrutement. Après, moi, j'avais la chance d'être président de la conférence des présidents d'université au moment où, je sais pas. Et effectivement, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Moi, j'étais favorable à ça, hein, parce que je trouve que la APB, alors même si c'était pas généralisé, le fait qu'on tire au sort, je trouvais que c'était absurde. Voilà. Moi, je croyais à l'époque beaucoup vous savez, il y avait les mises en place aussi de WICI, la capacité de dire oui, je veux bien mais il y a un accompagnement. A posteriori, je pense que c'était pas une bonne idée. D'ailleurs, voilà, il y a de moins en moins de mise en place. C'est plutôt, il faut accompagner certains étudiants, mais c'est peut-être après les avoir admis qu'il faut les accompagner. Voilà, donc je pense que bon, il y a beaucoup de stress autour de Parcoursup, des étudiants, des familles. Mais je pense que ce stress-là, bon, d'une part, c'est plutôt pas mal de se poser des questions, enfin de se poser des questions au moment où on rentre dans l'enseignement supérieur pour savoir ce qu'on veut faire et qu'on on soit un peu stressé parce que c'est quand même un choix qui fait l'avenir, qui définit ton avenir. Donc ça, c'est pas forcément une... Mais il y a beaucoup de pressions qui sont mises sur les jeunes aujourd'hui, plus que peut-être à mon époque, effectivement, parce qu'effectivement, on a envie que les jeunes réussissent, qu'ils aient un boulot, tout ça. Et voilà, donc ce stress-là, je suis pas sûr qu'il soit dû à Parcoursup. Il faudrait essayer de le diminuer, mais je pense qu'il est inhérent à l'époque, quoi, le stress aussi. Voilà. Mais plutôt un bon souvenir de cette période-là. Et à l'université, ça n'a pas posé tant de problèmes que ça. Voilà. Alors peut-être on peut parler d'une autre période qui aurait pu poser d'autres problèmes. Alors, une période du coup qui fusionne 2 gros événements pour l'université, le Covid-19 qui arrive en mars 2020, et en même temps la création, la fusion des 6 établissements qui a donné l'université Gustave Eiffel. Les 2 se passent en même temps. Qu'est-ce que ça donne? Et ce sera la dernière question. Alors oui, et puis donc là les 2 ça arrive en même temps, donc c'est vrai que on s'y attendait pas. Et je pense que personne s'y attendait. Ça a été alors ce que j'ai trouvé assez génial, c'est que en fait
tout le monde s'est mis à l'université du jour au lendemain à essayer de faire des cours de façon différente. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui n'étaient pas contents, mais globalement, pour accompagner les étudiants, je veux dire, tout le monde s'est mobilisé à changer, à essayer de trouver des solutions, a mis en place avec des bouts de ficelle, parce qu'à l'époque, là aujourd'hui, on a des outils Zoom, Teams qui sont bien développés. Au début, il n'y avait rien. Et ça a galéré. Il y avait les outils, les gens n'étaient pas prêts. Du jour au lendemain, on a basculé tout à distance. C'est clairement, tout n'était pas parfait. Tout le monde n'a pas été excellent dans la façon de faire les choses. Pour autant, il y a une mobilisation. Il y a aussi une mobilisation. Moi, ce qui m'a marqué le plus, le fait que on a entre guillemets, on a les étudiants qui étaient en difficulté, notamment des étudiants étrangers qui, pour arriver à l'université, travaillaient, avaient des petits boulots. Du jour au lendemain, se sont retrouvés sans aucune ressource et se sont retrouvés vraiment en très très grande difficulté. Il y a eu vraiment une grande mobilisation autour pour les loger, pour trouver pour les nourrir. Alors et là, les collectivités territoriales, les personnes ont aidé, ont donné des choses. Donc ça, voilà, à la fois ça mettait en lumière la précarité d'un certain nombre d'étudiants et le fait que ça tenait en fait à des boulots, des petits boulots. Que faisaient beaucoup d'étudiants, notamment des étudiants étrangers, qui sont retrouvés éloignés de leur famille, enfin des situations très très dures. Voilà, on a été obligé de reloger, mais voilà, il y a eu un élan collectif vachement positif. Il y a eu des choses qui ont été créées à ce moment-là et qui continuent aujourd'hui. Il y a eu, par exemple, le don l'aide pour avoir des ordinateurs et tout ça. On continue à avoir des choses qui sont liées à ça. Les dons alimentaires, le fait que les restos du cœur qui sont présents. Voilà, et toutes ces choses-là, c'est des choses qui datent de ce moment-là et dont on voit qu'ils sont utiles. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie plus Covid. Et pour la petite anecdote, je disais que j'aimais bien tester. Donc à l'époque, je m'étais remis à faire un TD d'informatique justement pour voir comment ça se passait. Donc j'ai vu que c'était pas facile et que ça marchait pas bien quand même, et que c'est quand même mieux quand on est en face à face avec les étudiants. Mais voilà, j'avais pris le temps d'aller donner des TD parce que je pensais que c'était important en tant que président d'université de se rendre compte que ça voulait dire, parce que c'est bien de dire hey, les gars, il faudrait que vous bossiez un peu plus à distance, que vous utilisez des outils. Le truc, c'est pas si simple. Donc voilà, je voulais tester et c'est vrai que c'est pas si simple. Donc ça, c'est pour la partie enseignement et recherche. Pour la recherche aussi, ça a mis un coup d'arrêt à plein de projets, de trucs. Les gens qui font du terrain en géographie ou en urbanisme, c'est compliqué d'aller sur le terrain. Je me rappelle de l'IGN, de l'ENSG qui voulait faire son stage de terrain, et on a eu pour avoir des dérogations parce que c'était un endroit, je sais plus où est-ce que vous en voilà, on vous envoie, et là c'était en plein Covid, enfin à la fin du Covid, et donc il fallait des dérogations pour faire ce truc-là. Donc on avait pour ouvrir des salles la fin du Covid pour que les étudiants puissent venir pour travailler, c'était pas simple. Voilà. Donc tout ça a été une période que j'ai trouvé à la fois difficile, mais aussi très positif sur le fait que les gens se sont mobilisés et qu'on voyait qu'il y avait des gens qui étaient capables de se dépasser pour les autres. Et ça, il y avait un vrai collectif de l'université. Et voilà, l'attachement à la réussite des étudiants, c'est super. Pour l'université, la création de l'université, en fait, finalement, a posteriori, je me dis que ça n'a pas forcément été plus mal, parce que comme on est répartis sur beaucoup de campus, avec les campus de recherche qui venaient de l'Exiftar, en fait, le fait de se réunir à distance, en fait, ça a cassé les distances. Il n'y a pas des gens qui se sont dit on est plus éloignés que d'autres. En fait, on a pu réunir tout le monde au même niveau. Et il n'y avait pas certains qui étaient dans une salle et puis les autres qui étaient à distance. On était tous à distance. Et finalement, ça a peut-être facilité au démarrage l'équilibre dans l'établissement. Bon, c'était pas parfait parce que c'est sûr que ça a retardé un certain nombre de choses, parce qu'on peut pas engager des transformations alors que tout le monde est à distance. Donc ça a retardé des choses, mais globalement, je dirais que ça a permis aussi de souder l'équipe autour d'un projet. On devait se bouger, trouver des solutions à tous les endroits. Donc globalement, je dirais que ça a été plutôt positif pour la constitution de l'esprit d'équipe, le team building, comme on dit en mauvais anglais. Ça a été pas mal, ce truc-là. Donc moi, j'en garde plutôt une bonne, mis à part tout ce qui s'est passé. Pour l'établissement et pour ce que ça a révélé des gens, j'ai trouvé que c'était positif. Voilà.
t'as pas forcément envie que ça se reproduise. Et non, j'ai pas envie que ça se reproduise. Mais et pour les étudiants, c'était pas bien. Je pense qu'on a une génération. Voilà, là, on a eu du mal pour relancer les soirées, tout ça. Voilà, quand vous êtes étudiant, que pendant toute votre période où vous faites quand même vous apprenez, enfin, être à l'université, c'est aussi, c'est pas que aller en cours, c'est pas que aller en stage. S'amuser, apprendre à vivre. Ouais, c'est apprendre à vivre, c'est la sociabilité, le fait de rencontrer des gens, c'est une période de sa vie où voilà, on peut faire, où tout est possible, on va dire, et où on se permet des choses qu'on se permettra pas plus tard, et de pas pouvoir les faire, c'est triste, et surtout c'est un manque, à mon avis, pour certains dans leur construction d'adultes. Voilà, donc bon, on peut pas souhaiter que ça se reproduise. Voilà. Eh ben, on va dire qu'on en a tiré une forte expérience. Merci pour ce dernier entretien. On reviendra vers vous dans quelques minutes pour le jeu on air. Mais d'abord, la chronique que certains d'entre vous attendent. Ouais, la tant attendue story de Nathan. Voilà, on bouleverse nos programmes parce que déjà c'était prévu d'arrêter de parler de musique. Puisque je suis plus trop inspiré. Je suis plus inspiré par des technologies ou des thèmes tout simplement. Qui sont très intéressants à étudier. Donc voilà, du coup je bouleverse mes programmes que j'avais déjà bouleversés parce que vous n'êtes pas sans savoir que Jean-Marie Le Pen est décédé le 7 janvier. Donc on va pas parler de sa courte carrière musicale. Si vous voulez savoir un peu plus, allez sur Wikipédia. En gros, c'est composé d'un disque de chant nazi. Voilà. Donc c'est sympa. C'était une autre époque. Mais on va parler de la prédiction de son décès. Alors, des célébrités en général plutôt. Par un comité spécialisé. De quoi tu parles, Nathan? Il y a des gens qui prédisent la mort d'autres. Je parlais des macabres Death List. Alors pour ceux qui parlent anglais, ça fait liste de décès. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a 50 personnes connues dans le monde qui sont répertoriées par un comité et qui devraient mourir dans l'année. Donc la Death List 2025. Vous comprenez donc qu'elle comprenait Monsieur Le Pen, qui était pas mal classé quand même. Et donc il est le premier de la Death List 2025 à mourir. Et sachez qu'il y a aussi d'autres listes. Alors ça, c'était la liste internationale, mais il y a la liste française. Il y a un peu plus liste internationale qui contenait Jimmy Carter aussi d'ailleurs. Jimmy Carter pour 2024. Voilà. Oui. Et qui aurait dû être dans 2025, mais du coup. Je vais en reparler après, je crois. Oui. Voilà. Tout ça est publié sur un site qui s'appelle deathlist.net, qui est un projet porté par des internautes. Vous pourrez juger vous-même. Voilà. Et depuis 1987 quand même. Et il y a des règles strictes quand même à respecter. Donc il faut qu'il y ait 50 célébrités qui soient sélectionnées par un comité. La mort de cette célébrité doit être relayée par les médias britanniques, donc pour la liste internationale. La Death List de l'année ne peut pas contenir plus de 25 personnes de celle de la liste précédente. Donc ça rajoute un peu de challenge, essayer de trouver qui est le plus mal au point. C'est horrible. Voilà, la personne ne peut pas être connue à cause de son futur décès. Par exemple, certains opposants politiques d'un pays d'une très grande superficie, dont on ne citera pas le nom, ont été connus par leur décès proche. Voilà. En gros, ensuite, il y a on peut se connecter, avoir un compte sur le site et on peut parier sur l'ordre des décès. Et on peut gagner des points en fonction de la justesse de la prédiction. Et donc, beaucoup de gens, donc, notamment le comité, font des enquêtes très approfondies sur la vie des people, on va dire, sur beaucoup de personnalités, les personnes les plus âgées notamment, mais aussi ceux qui ont des maladies incurables, etc. Donc l'idée est dérangeante pour certains, je comprends parfaitement. Et quand je demande même à ChatGPT d'en faire une, il me dit que c'est inapproprié et irrespectueux. C'est plutôt sympa. Mais alors, est-ce qu'il y a des détails marquants sur ces listes qui sont créées quand même? Il y a un record quand même en 2020 qui compte 20 décès sur les 50 annoncés, donc c'est quand même pas mal. Mais bon, on a parlé du Covid juste avant, ça a un peu revient au Covid. Et voilà, après, l'année dernière, 6 sur 50, c'est un des pires scores depuis 30 ans apparemment.
Mais en France, on a fait mieux avec 16 sur 50 décès. Super. Alors, t'es pas obligé de reprendre cette formulation. Non, oui, parce que sur ceux qui voient, il y a des relances. Voilà, il fait une relance. Nathan, sur la Deathlist 2025, quelle personne pourrait-on retrouver? Ah oui, on va pouvoir retrouver alors celui qui est tout en haut, hein, parce qu'il y a un ordre de priorité quand même. Il s'appelle Dick Van Dyke, donc c'est un acteur américain qui a joué par exemple dans Mary Poppins, donc, il y a longtemps quand même. Il a 99 ans. Par contre, pour lui, c'est la 10e fois qu'il apparaît. Il est cité depuis 2004. Donc on souhaite pour lui quand même que ça dure. Il y a d'autres célébrités comme Clint Eastwood ou Buzz Aldrin qui ont 95 ans. Donc Buzz Aldrin, ancien astronaute, allé sur la Lune avec Neil Armstrong. Voilà, ou Giorgio Armani, ou même la compagne de l'ex-dirigeant Bachar al-Assad, qui n'est pas pour son âge en danger, mais voilà. Sinon, pour d'autres raisons, quoi. Voilà, en danger pour d'autres raisons. Alors, je ne sais pas si elle est restée en Syrie ou pas, mais c'est sûrement lié. Pour la liste française, il y a un certain Edgar Morin, donc un philosophe qui a plus de 103 ans et qui publie encore des livres. Alors, chaque année, ils le mettent, mais ils ont le seum parce qu'ils font que d'échanger dans des forums. Ils ont le seum parce qu'il a encore publié un livre, il ne peut pas nous rajouter un point dans la liste. C'est un peu horrible, des fois, les échanges. Mais on peut retrouver aussi Lynn Renaud, Bernadette Chirac, Catherine Laborde et Michel Drucker. Qui pourtant n'est pas si vieux que ça. Ah, Michel Drucker. Ça fait des années qu'ils veulent sa même peau. en étant né en 58. Non. Mais il a quoi? Il a 80 ans, c'est ça? Il a à peu près 80 ans, Michel Drucker, je pense. Donc il a encore toute la vie devant lui. Voilà, donc on fera le bilan l'année prochaine, sauf si REC est sur la death-list des associations. Voilà, on souhaite à tout le monde en tout cas de déjouer les pronostics. Alors là, la mort reste un sujet difficile à aborder, d'où un peu d'humour quand même. Mais on souhaite offenser personne et je souhaite rappeler que si vous êtes en difficulté, vous qui nous regardez, vous pouvez appeler le 31 14 pour pouvoir discuter et peut-être vous aider. En tout cas, deathlist.net, est-ce incongru ou une passion atypique? Je vous laisse en juger dans les commentaires ou dans le chat même. Le chat qui d'ailleurs n'hésite certainement pas. Voilà, le chat qui commente sur ChatGPT. Voilà, ils sont tristes que ChatGPT soit lobotomisé. Il y a des moyens de contourner. Voilà. Il faut aller sur DarkGPT. Ouais. Merci Nathan pour cette chronique tout à fait joyeuse. Ça transpire l'envie de vivre. Sans transition, je vous souhaite toujours une bonne année. Bonne année en fait. Meilleure façon de construire. La santé. L'idée est venue parce que ça fait quelques temps que j'avais vu ça sur internet et que du coup, à la fin de. Ça a publié le 31 décembre pour l'année à venir. Du coup, j'avais été voir un peu les pronostics et j'avais vu Jean-Marie Le Pen. Et j'avais parlé avec mes parents. Et dit, oh là là, il a 96 ans, mais il se fait vieux quand même. Voilà. Et bah voilà. On aura donné raison ce point-là au moins. Merci pour cette chronique. Et on va passer à la dernière partie directement. Ouais, je sais pas où ça en est. Il y a petite interlude, ouais. Ou alors on saute l'interlude et on vous raconte directement. Oh non, j'ai besoin d'une interlude. Il a besoin d'une interlude, donc je vais vous laisser. On vous laisse avec une chanson qui va apparaître dans quelques instants. Est-ce que j'ai le droit de dire le titre cette fois ou pas? J'ai le droit de dire le titre. Voilà. Je sais plus ce que j'ai choisi. Si, j'ai choisi une chanson d'Indochine, un groupe français rock depuis. On connaît Indochine. Voilà, je pense que Gilles Roussel connaît depuis longtemps, sûrement. Depuis 1958 au moins. Voilà. Et c'est l'aventurier. L'aventurier, voilà, que vous entendez sûrement déjà. Non, apparemment non. Vous pouvez lancer la musique. Voilà, on entend. En plus, c'est très long à venir, donc on va pouvoir meubler pendant un petit moment, non? Peut-être pas. Peut-être pas. Bonjour. C'est très long. Vous êtes toujours sur Reconnair. Oui, ça va faire 1 minute, c'est comme ça. C'est toujours... Ah, voilà. Oui, c'est nous. Bonjour. Vous êtes sur Reconnair. C'est bon, c'est fini. C'est bon. Moi, c'est de faire 5 secondes et puis voilà. C'est bientôt la fin de l'émission et nous entrons dans sa dernière partie. Mais voilà, j'allais dire quand même. Voilà. La meilleure partie. La meilleure partie parce que c'est celle où on s'amuse le plus, c'est l'heure du jeu en air.
Cette fois-ci, pas de débat à la con, pas de questions stupides posées par un animateur en manque d'inspiration. Non, cette fois-ci, on a choisi de faire... Non, pour l'anecdote, ça sera mon anecdote. Voilà. Non, à chaque émission, on fait un débat où je pose une question stupide du type est-ce que les céréales sont une soupe? Et on doit essayer de débattre le plus sérieusement possible. Mais c'est pas ça qu'on vous propose ce soir. On vous propose... j'ai dit à certains que c'était dommage, mais je ne viserai personne. Non, mais la dernière fois, c'était pas glorieux. Donc, oui, il faut trouver un vrai sujet. Il faut trouver une question. On a eu des bonnes heures avec certains jeux qui étaient bien. Voilà, donc on revient à un classique des internets. Voilà, et l'idée, voilà, franchement, si c'est copié sur quelqu'un, c'est complètement pas fait exprès. Ouais, on portera plainte pour plagiat. Chacun d'entre nous, ou la plupart d'entre nous sur le plateau, racontera une anecdote. On doit savoir si elle est vraie ou fausse. Qui veut commencer? Je suis sur Anna, elle est... Je suis hyper motivée. Motivée là. Parce qu'elle a tout préparé en plus. Ouais, regarde, non. Si, elle est dans ma tête. Enfin, peut-être que j'avais pas besoin de l'inventer. Du coup, c'était pendant la prépa, j'étais en colocation avec des gens en internat. Et il s'avère que l'une de ces personnes a pas fini la prépa, ça arrive. Mais mon meilleur. Ça arrive souvent. Oui, voilà. Donc c'était en première année où j'étais en colocation. Et en fait, cette personne, je l'ai retrouvée au hasard sur Instagram et elle est devenue TikTokeuse. Voilà. Ça se sentait déjà un peu en prépa. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vais pas dire le nom de la personne si vous demandez pas. Ça a raison d'être vrai. J'ai tellement envie d'y croire, moi, parce que... Mais du coup, c'est un peu trompeur, alors. J'ai fait une anecdote tellement vraie, comme ça, c'est faux. T'as changé de mood non, très c'est rapidement. faux, c'est faux. Ok. Ça se voit dans ses yeux, là. J'ai décrété que c'était vrai. Voilà. Ok. Moi, je dirais que c'est vrai. Pas une net. T'as pas d'avis? En tout cas, c'est crédible. Bon, je dirais que c'est vrai aussi. Nathan, il a raison, c'est faux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les deux ont fini, les deux ont intégré. J'ai pas. C'est complètement faux de. Et maintenant, il envoie des messages comme quoi t'as un cœur de pierre, c'est ça? Non, malheureusement. Non, c'est d'autres gens. Ouais, c'est d'autres gens encore. Merci pour cette anecdote. Bravo. Président de l'université, c'était évident. A-t-il une anecdote crédible? Alors moi j'en avais deux en lien avec la première avec Nicolas Sirkis, mais bon, je vais pas la faire. Et une autre alors qui est plus liée à l'université au Marne. Et donc il y a un jour à l'université un week-end, j'étais au cinéma, je sors du cinéma, il y a la rectrice qui m'appelle et qui me dit il y a les... je trouve des messages sur mon répondeur et donc il me dit il y a quelque chose, il y a une inondation dans votre bibliothèque, la bibliothèque qui est en face. Et il faut que vous y alliez, donc j'y vais. Il y avait les pompiers, ils évacuaient l'eau, donc toute l'eau avait monté dans la bibliothèque. Il y avait ça d'eau dans la bibliothèque. Et donc les pompiers vident. Et puis on était là, donc on dit bon c'est bon. Et ils disent nous on a baissé le niveau, on est au-dessous des prises électriques, on s'en va. Et puis il faut vous débrouiller quoi maintenant. Et donc on est voilà, donc j'étais tout seul. Il y avait une personne qui était de garde et donc j'ai été obligé d'aller à Leroy Merlin, acheter des pompes, installer des tuyaux pour évacuer l'eau. Donc qu'on a installé avec la directrice générale et le gars qui était là. Et puis on a réussi à faire en sorte que ça attende le lundi pour que les gens puissent revenir et sécuriser tout ça. Voilà. Gilles Roussel chez Leroy Merlin. Ouais. J'ai envie d'y croire quand même. J'ai envie d'y croire. Mais connaissant la bibliothèque, elle me paraît très en hauteur quand même. Ouais, mais il y a quand même Après, il y a l'auditorium en dessous, mais... Pas que l'auditorium, mais même un étage 0. Non, il y a aussi la partie CD, je crois. Non, j'invente alors. Bon, c'est pas alors, il y a eu 4 mètres d'eau. Ouais, inondation, cause naturelle ou quelqu'un avait oublié de... Non, c'est vrai que ça fait... Ou alors c'est de l'eau qui est tombée du plafond. Quand même. Parce que c'est en contrebas. Bon, allez, moi je vais dire que c'est vrai, je prends mes risques. Moi, je garde mon scepticisme, je dis que c'est faux. C'est vrai. J'inter c'est faux aussi. Alors? Et c'est vrai. Oh. Allez, j'ai gagné encore. La BU Georges Perec? Ouais. Comment c'est possible? Il y avait en fait,
la partie où il y a les CD là, en bas, là, où les revues, en fait, elle est au-dessous du niveau un petit peu au niveau. Et puis il y a des pompes en fait qui pompent, et les pompes étaient tombées en panne pour éviter que l'eau monte, et l'eau était montée là où ils stockent les livres. Ils devaient stocker les livres à l'époque, et donc il y avait plein d'eau. C'était un grand moment, début de mon mandat. Mon premier mandat. Est-ce qu'il y a une photo de vous chez Laurent Merlin alors on avait acheté 2 belles pompes, je peux vous dire, c'était du beau matériel. Ah ouais, bon, bah, tant mieux. Et il marchait bien quand même? Ouais, il marchait très bien, mais je sais pas si on s'en est resservi après. C'est fou ça quand même. Bon, est-ce que je raconte mon anecdote? Ouais, je t'en prie. Allez, j'y vais. Pour la faire courte, j'ai déménagé il y a quelques mois. Il y a eu plusieurs soubresauts que j'ai racontés à certains, avec notamment une voiture rayée lors du déménagement. Je pense pas qu'elle était que rayée. Mais... Ah, t'es que rayée, ça va. Et un lit cassé aussi. C'est vrai que j'ai toujours pas de lit. T'abuses en même temps. Ouais, mais est-ce que ce sont les seuls déboires que j'ai eus? Là est toute la question. Tu as des déboires ou des problèmes? Des déboires, des problèmes. Bon, il se passe plein de choses. J'arrive dans mon immeuble, dans mon appartement, j'ouvre la porte, globalement, tout va bien. L'immeuble est plutôt neuf, donc il n'y a pas forcément trop de problèmes. Et là, je vois, j'ouvre un placard. On avait fait l'état des lieux un peu rapidement, on n'a pas forcément contrôlé trop ce qu'il y avait. Et là, dans un placard, je vois qu'il y a l'ancien locataire qui a oublié un carton. Il y avait l'ancien locataire. Non, il n'y a pas la place d'avoir l'ancien locataire, mais il avait oublié un de ses cartons. Avec des objets un peu sensibles. On sent quand même que le carton était bien caché, qu'il voulait pas trop qu'on le trouve, voilà. Donc il y avait cette boîte d'objets sensibles. Et pour une question de monétisation, tu ne peux pas divulguer. Je ne peux pas divulguer pour la question de monétisation, effectivement. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait du carton? Ça sort tout ça. Bah, il s'en sert. Oh, t'as vu, c'est avec la porte. Attendez, pourquoi le lit est cassé? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me dit quelque chose quand même. Mais et ça peut en être même trop temps, inventé, je trouve. Ouais, moi je dirais que c'est faux. En même temps, ça allait. pour avoir fait le déménagement, ça sonne très faux. Ça sonne faux aussi, on est d'accord. Ça sonne très faux. Ouais, mais lui, il a un avis, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que... Je sais plus, tu m'avais dit s'il y avait eu quelqu'un avant toi ou pas. Oui. Sa résidence est toute neuve, en fait. C'est un ancien fonctionnaire. En fait, c'est un logement réservé aux fonctionnaires, donc voilà. Bah, je vais dire oui, alors. Je vais dire que c'est vrai, parce que je crois en toi, Bruce. Tu devrais pas, parce que c'est faux. Ouais. Voilà. C'était... Non, malheureusement, je vous ai raconté toutes mes anecdotes sur mon déménagement, parce que je ne fais que ça me plaindre. Je m'excuse, je vois que j'ai un impératif, je reviens dans 4 minutes, exactement. 4 minutes, ça va pile être le temps de mon anecdote. Voilà, je te laisse le temps de raconter l'anecdote. Et Bruce, tu diras vrai ou faux en arrivant, sans de l'avoir entendu, d'accord? Ouais. Et voilà, il s'enfuit, il prend ses affaires. Bon, allez, partons sur mon anecdote. Où est-ce que je suis? Ah, je suis là. Là? Ah, là, salut. J'étais en prépa aussi, il y a fort longtemps. Et nous, on était dans un internat qui était collé au lycée. C'est vraiment... voilà. Et on avait accès à certaines salles la nuit, enfin le soir tard, on va dire. Mais il n'y avait personne pour venir vérifier qu'on partait à 23h30, donc on pouvait rester la nuit, quoi. Je me suis baladé un peu dans les bâtiments, etc. Et je me suis procuré le pass de toutes les portes. Comment tu fais? Ça sera une autre anecdote. D'accord. Non, et donc, j'utilise le pass des portes, j'ouvre un peu toutes les salles, il y a la salle des profs, enfin je suis pas tout seul là, on est quelques copains, et là on ouvre, il y a une échelle immense, et il y a une trappe au plafond. Okay. Et donc je vais vous demander, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je me suis retrouvé dans le grenier? Est-ce que l'anecdote est vraie ou fausse? Je me suis retrouvé dans le grenier du lycée. En fait, c'était au-dessus du logement du proviseur en plus. Voilà. Donc, vrai ou faux?
J'ai un truc similaire comme ça, donc ça peut être. T'as un truc similaire? Pas moi, mais. Pas toi. Non, mais pour remettre dans le contexte, il y avait la même chose, mais dans ma prépa, il y avait une chapelle. Parce que l'établissement est passé de privé à public, et il y a des gens qui sont allés sous la chapelle, alors qu'ils n'avaient pas le droit, mais bref. Ouais. Okay. Donc c'est le genre de choses qui peut totalement arriver, surtout en internat, où tu arrives à. Très beau grenier. Avec une belle échelle. Alors, bon, Epinette, je t'en prie. J'avais 2 histoires, mais finalement, j'ai opté pour une. Et je vais vous raconter l'histoire. Il y a une question piège là-dedans que je vais vous poser avant de dire la réponse finale. Alors, dans un village siégeait un vieil homme. Et ce vieil homme était tenu pour sage. Tout le monde le considérait comme étant un sage. Et effectivement, le vieil homme avait aussi quelques pouvoirs particuliers de devinette. Et un jour, il est venu à l'idée d'un jeune homme de défier la sagesse de ce vieillard-là. Et pour défier sa sagesse, ce jeune homme est parti chercher un papillon qu'il a tenu dans son poing. Et il s'est approché du vieillard. Et il lui dit, vieillard, s'il est vrai que vous êtes vraiment un sage et que vous avez ce pouvoir pour lequel l'on vous respecte tant, dites-moi si ce papillon que je tiens dans ma main, dites-moi si ce papillon, s'il est mort ou s'il est vivant. Alors, Monsieur Gilles Roussel, selon vous, à la place du vieillard, le papillon est-il c'est mort? sympa, vous me vieillissez même ça. 1958 quand même. Enfin, je vais quand même commencer par vous. C'est bien, tu te rattrapes. Est-ce qu'il est vivant? Moi, je dirais qu'il est vivant. Le papillon. Ouais. Alors, Nathan, le papillon, est-il vivant ou mort? Je pense que c'est le papillon de Schrödinger. Il est à fois vivant et mort. Ouais, c'est il ça. est vivant et mort. Ne pas faire le choix. Je Alors, pense qu'il est vivant. Il est vivant. Non, moi je vais dire qu'il est mort. Ok, tu dis qu'il est mort. Toi, tu penses qu'il est vivant. Ouais. Alors, ce jeune homme, son intention, c'était de défier la sagesse du vieillard. Donc, quand il s'est approché du vieillard, rusé qu'il était, il savait que si le vieillard disait que le papillon était mort, qu'il allait ouvrir sa main, laissant entrevoir un papillon vivant. Mais il sait également que si le vieillard disait que le papillon était vivant, qu'il fermerait son poing hermétiquement de façon à tuer le papillon et après ouvrirait le poing et laisserait entrevoir un papillon. Bien le papillon de Schrödinger. Oui, c'est vrai. Mort et vivant. Ah, bah voilà. Donc, et le vieillard, le fils, le regarde, il lit sa rage de le porter en dérision et dit, jeune homme, que ce papillon soit mort ou qu'il soit vivant, cela est en ton pouvoir. Donc voilà mon histoire. Voilà, alors, la deuxième histoire, c'était sur l'âne de Buridan, mais je suppose que vous la connaissez ça me dit tous. quelque chose. Après, tu peux faire une anecdote aussi, si on a un peu de temps. Voilà. Sur l'âne de Buridan ou... Non, sur toi. non, mais moi, je vais être obligé d'y aller. Ah, là. vous êtes obligé d'y aller? Sympa, là, ouais. Moi, on m'avait dit 8h30. On a pris tout le temps de... on peut finir l'émission si vous voulez, alors. Non, mais vous pouvez rester. Hein. Après, non, mais après, il vous fait peut-être mieux faire aussi votre deuxième parce que, anecdote si vous en avez une ou pas? Non, je vais pas faire la deuxième anecdote. Très bien, tant pis pour Bruce alors. Tant pis pour Bruce. Il nous reste plus rien à l'ordre du jour. Non, mais je vais pas vous faire arrêter si vous avez Ah non, c'était prévu que ce soit terminé de toute façon. On a fait un peu voilà, on vous remercie beaucoup, Monsieur Gilles Roussel. C'est moi qui vous remercie. Président de l'université Gustave Eiffel, si vous êtes arrivé en route. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On vous retrouvera sûrement dans d'autres émissions. Avec plaisir. Et merci à vous pour l'animation et puis pour les chroniques. Voilà, c'était très intéressant. Mais de rien. Plus ou moins. On ne vise personne. Il n'y a rien de personnel. J'avais une dernière question un peu à la toute fin à vous poser. Nous, au Parlement étudiant, on rigole un peu parce qu'il y a beaucoup de... Vous voyez l'écriture inclusive. Ouais. Et donc, on voulait vous demander, est-ce que vous êtes pour ou contre l'application de l'écriture inclusive à Roussel, à votre nom de famille? Alors, écrire Roussel .e.l. Écoute, alors,
alors, c'est pas ça l'écriture inclusive, parce que l'écriture inclusive, en fait, c'est le fait de. C'est pas les points. Alors, je sais plus le terme, j'ai oublié le terme. Ah oui, exact. c'est peut-être pas le bon terme. C'est pas le bon terme, c'est-à-dire qu'avec les points, c'est un nom c'est ce qui est spécial. utilisé Parce à que l'université, l'écriture c'est les inclusive, points. c'est de pouvoir dire systématiquement la version féminine et masculine. Et donc, quand tu dis les étudiantes et les étudiants, en fait, que tu l'écris, puisque c'est l'écriture, c'est inclusif, autant que si tu mettais .e.s. Donc, il y a un terme spécifique. Donc, j'ai pas répondu à la question, je me débrouille bien, je suis bon pour être politique. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'on vous demande si vous allez être ministre. Bon, et oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, moi, de toute façon, rien ne me pose problème. Voilà. Il y a plus important. C'est une blague qu'on se fait souvent parce que quand on relit les documents, on voit des points LE qui traînent et d'un coup, Roussel, il n'y en a pas. Alors, ça ne va pas du tout. Bon, merci pour cette anecdote qui est certainement vraie. Voilà, allez, j'aurais dû faire Oui, ça. oui. Pas bête. Bon, merci beaucoup. Je Et pense bonne qu'on peut soirée. dire À je tout sais le pas monde. combien on a eu une dizaine de viewers quand vous êtes encore là. Merci beaucoup après 2 heures d'émission. Ouais, c'était long. On va avoir un peu tout en rediffusion sur YouTube, peut-être quelques extraits en Reels sur Instagram. Oula, je crains le pire. Alors, on va déformer tous vos Pire, propos, on va ouais. monter des Des phrases. coupages, ouais. Avec IA, ça se verra même pas. Et on fera un buzz. D'ailleurs, en parlant de buzz, savez-vous que la vidéo la plus regardée de notre chaîne YouTube, elle date de 2013. Et c'est une vidéo sur un poisson d'avril, en fait, à laquelle vous participez. Ouais. Sur une fausse licence professionnelle. Métier de... Ouais. Comment ça s'appelle des téléréalités. Télé-réalité, ouais. Voilà. Exactement. Elle a plus de 20 000 vues quand même. 20 000 vues Ah Voilà. ouais, Et elle a je suis été- devenu quasiment célèbre. Elle a été retirée, je sais pas pourquoi, par Ah les bon anciennes équipes, mais je peux la remettre si vous voulez. Hein. Ah ouais, non, elle était bien cette. Donc il y a un peu tout. C'était un poisson d'avril, effectivement. On aurait dû la refaire. Non, ce serait bien de faire un autre poisson d'avril un peu. Il reste. Là, on a fait 3 mois. la vidéo des vœux de l'année dernière. Vous la connaissez tous Non Non, on connaît pas la vidéo. Regardez les vœux 2024. C'était pas mal la vidéo des vœux de 2024. Ok. Alors, on va pas refaire 2025 parce que c'était un budget. Hein. Vous allez voir quand vous allez voir Voilà. On verra avec Tom Cruise. Voilà, exactement. Comme Sauter les d'un JO. hélicoptère sur une Cherchez, moto. alors voilà, pour finir, allez regarder la vidéo des vœux de l'université Gustave Eiffel de 2024 et vous verrez, elle est super. Très bien, on vous renvoie à ça, vous, dans le live. Et sur YouTube, on vous mettra dans la description. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Une bonne soirée. Et puis, à très bientôt. Voilà, la prochaine émission, c'est mercredi des Tribuns. Et puis, nous, on se retrouve dans 2 semaines. Salut tout le monde. Au revoir. Au revoir.